pour ce grand circuit sur le sujet qui est réussir, vous voyez à l'écran, le contrat de performance énergétique dans les bâtiments tertiaires, hein, j'aurais pu dire le CPE, voilà, c'est encore un nouvel acronyme, pas si nouveau que ça, mais on va le voir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vous voyez, parce qu'on est nombreux effectivement ensemble aujourd'hui, avec une petite nuance, c'est que Yann n'est pas avec nous, devait être à distance, puis on arrive, voilà, c'est un problème technique, on n'arrive pas à le prendre, mais on a eu Ulysse et Elio aussi qui au pied levé, vous pourrez aussi reprendre le discours de Yann, mais vous étiez prévu à la conférence aussi, donc ça devrait bien se passer. Je vous propose de faire un petit tour de table de présentation pour commencer, de qui vous êtes et qui vous représentez, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Ulysse, peut-être pour commencer. Bonjour à toutes et tous. Donc Ulysse Bossuet, je suis responsable de développement pour le groupe Elio, société de services en efficacité énergétique. Bonjour, je suis Jean-Michel Catrin, donc président et fondateur de la société Testoon. Et donc nous sommes un fournisseur de solutions de test, mesure, contrôle, diagnostic à tous les acteurs du bâtiment qui doivent le contrôler pour l'améliorer. Bonjour, Yannick Huon, je suis le vice-président en charge de la performance énergétique pour la FEDEN, donc la Fédération des énergies et des exploitations d'installations techniques. Bonjour, Anne Ouimet, je suis directrice au développement d'une entreprise qui s'appelle la Sofiac et on en parlera tout à l'heure pour vous la présenter un petit peu en détail. Bonjour, Thomas Sanchez, moi je suis responsable d'investissement en transition énergétique et écologique à la Banque des Territoires, à la Direction régionale Île-de-France. Bonjour, Madeleine Nevéglise, architecte urbaniste à l'Institut Paris Région au sein du département énergie-climat. Et je vous invite à nous rejoindre dans l'ensemble de nos événements et de notre agenda qui est sur le site, qui est très riche d'expertise et d'analyse. Voilà, et puis ces conférences sont co-organisées ensemble. Merci Madeleine pour cette participation et ce travail sur lequel on a fait effectivement cette programmation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Anne, allez, on va commencer par vous. Vous allez prendre le micro. On voulait commencer par expliquer ce que c'est un CPE. C'est quoi un CPE? Quesaco presque. Et quels sont les mécanismes financiers qui sont associés? Merci. Xavier, avec plaisir. Peut-être que je peux prendre une petite minute pour déjà présenter ce qu'on fait à la Sofiac. Comme ça permettra à l'auditoire de mieux comprendre un petit peu comment s'intègre un acteur comme la Sofiac dans le contexte d'un contrat de performance énergétique. Je ne serai pas trop longue sur la présentation comme telle de l'entreprise, mais c'est une solution d'investissement, en fait, très fréquemment, sinon presque dans tous les cas où on a un contrat de performance énergétique, on a un tiers ou alors le prestataire de fournisseurs techniques qui apportera des capitaux qui seront utiles pour réaliser les travaux ou atteindre les ambitions de décarbonation qui sont fixées par le client. La Sofiac est un nouvel acteur dans ce secteur-là. On est vraiment un acteur privé dédié vraiment à l'accompagnement et à l'investissement des projets de performance énergétique. On s'installe auprès de nos partenaires et de nos clients sur un long terme, dans un partenariat, parce qu'en fait, on vise à travailler sur des sujets qui vont amener une décarbonation plus importante. Rapidement, donc c'est 260 millions d'euros en termes de capacité d'investissement qui ont été constitués par 3 partenaires importants pour nous, qui restent très très proches de notre gestion et nos opérations. C'est l'ADEME Investissement qui voyait un intérêt important dans la Sofiac, dans la mesure où ce qu'on permet de faire, en fait, c'est augmenter l'effet de levier des subventions qui peuvent être apportés par le gouvernement français. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mécanismes, dispositifs de subvention qui sont offerts de façon à faciliter un petit peu les travaux de transition énergétique, mais souvent les subventions ne vont pas couvrir l'ensemble des travaux. Donc effectivement, un tiers investisseur va pouvoir avoir cet effet de levier qui est important. Donc ADEME Investissement est un investisseur dans la Sofiac et 2 autres fonds d'investissement qui sont entièrement dédiés à la finance durable qui s'appellent Miro20, qui est une filiale de la BPCE, et Fonds d'Action, qui est un fonds d'investissement
100% dédié à la finance durable aussi, comme Mirovin, qui est plutôt canadien. Et cette capacité d'investissement de 260 millions d'euros, en fait, elle s'appuie sur une expertise technique qui est vraiment très ancienne déjà, qui est vraiment très aboutie. Ça fait une 40aine d'années au Canada qu'on avait développé les tout premiers contrats de performance énergétique, les toutes premières pratiques de mesure et d'évaluation ou de vérification des performances énergétiques qui permettent de réaliser un contrat de performance énergétique et justement d'aller chercher des sujets de décarbonation plus importants. Donc, avec cette expérience et cette capacité d'investissement, ce qu'on souhaite, c'est aller réaliser des projets qui sont assez importants en retour sur investissement, sur des 6 à 10 ans de retour d'investissement. Donc, des projets que souvent les acteurs économiques, publics ou privés, en l'occurrence, ne vont pas nécessairement faire seuls parce que c'est trop coûteux et ils n'arrivent pas à le rentabiliser nécessairement facilement. Sans entrer dans le détail, en fait, comment ça fonctionne, un investissement comme celui de la SOFIA, qui est typiquement pour nous, en tout cas, ce sont des projets de 1 à 40 millions d'euros. Pour le client, du point de vue vraiment du client lui-même, c'est réalisé sans CAPEX, donc il n'a pas besoin de fournir aucun apport. S'il allait à la banque, très souvent pour ce type de projet, il aurait besoin de donner un apport sur la valeur du projet comme tel. Avec un tiers investisseur comme la SOFIAC, pas besoin d'apport du tout. On dit qu'il a la trésorerie positive. Et la trésorerie, elle est générée dans le cadre d'un CPE, avec la SOFIAC, entre autres, mais pas seulement. Une partie des économies d'énergie est conservée par le client. Donc ça, mettez bien le micro un peu plus oui. proche. Voilà. Merci Xavier. Et donc, une partie des économies d'énergie sont conservées par le client. Donc ça, c'est important. Il a déboursé rien du tout. Il a pu réaliser les travaux qu'il souhaitait réaliser. Il a augmenté aussi la valeur de son usine ou la fiabilité de ses procédés ou quel que soit le projet qu'il ait fait. Et donc, tout de suite, il conserve une partie des économies dès que les technologies ou les installations sont mises en service. Il conserve aussi, dans le cadre du modèle de la SOFIAC, qui est un peu la singularité du modèle de la SOFIAC aujourd'hui en France, il conserve aussi un avantage fiscal important, c'est qu'il devient tout de suite propriétaire des actifs qui sont mis en œuvre par les installateurs ou les intégrateurs. Donc l'entreprise, le prestataire de services techniques qui aura fait les travaux, dès lors qu'il les mettent en service, à ce moment-là, toutes les nouvelles technologies, que ce soit des panneaux solaires, des nouvelles chaudières ou des nouveaux équipements, des nouvelles machines, quelles que soient les technologies installées, tout de suite, elles passent dans le patrimoine du client. Et donc, il peut effectivement les amortir et bénéficier comme ça également d'une trésorerie positive par allègement de sa charge fiscale. Le fait d'acquérir tout de suite en propriété pleine et entière les actifs, c'est important particulièrement depuis quelques années, alors que les normes comptables évoluent. Là, j'entre dans un détail, et peut-être Xavier, on pourra en reparler, mais les normes comptables évoluant, on requiert le fait d'intégrer dans les bilans des clients, en fait, ils doivent intégrer eux-mêmes tout actif qui est installé comme immeuble à destination dans ces bâtiments, ou alors qui sont sous le contrôle de ses salariés, ou alors qui sont intégrés dans ces procédés. Tout type d'actif de cette nature doit nécessairement être intégré, ou alors on dit consolidé, dans le bilan du client. Et donc, c'est important pour lui d'avoir ce transfert d'actifs au tout début du contrat. Dès qu'on a mis les actifs en service, tout de suite, il est propriétaire et c'est tout à fait conforme donc aux normes IFRS ou comptables françaises. Correspondant à ce nouvel actif, en fait, qui augmente la valeur de son usine ou de son bâtiment, dans le cas du tertiaire, va correspondre une dette envers la SOFIAC. Or, cette dette, elle est conditionnée aux performances énergétiques qui doivent être effectivement mesurées et vérifiées à chaque mois, et elles sont limitées à la performance aussi. Donc, si on a moins de performance, effectivement, le client n'est pas tenu de rembourser davantage. Donc, d'où l'intérêt, je pense, Ulysse, au pied levé, va reprendre le sujet de Yann, qui est important, qui est tout le sujet de la mesure et vérification. La performance, c'est le nerf de la guerre, en fait, en CPE. Elle doit être très rigoureusement mesurée et vérifiée parce que c'est sur cette base-là qu'on rembourse un contrat.
Et les autres éléments qui sont plus ou moins importants, Xavier, je passerai rapidement, on y reviendra si vous le souhaitez. Juste, il y avait une petite question, ça veut dire Oui. que des fois, quand on installe des matériels, des chaufferies, dans certains types de CPE, il y avait le cas où le client, le maître d'ouvrage n'était pas propriétaire de l'équipement. Alors, très fréquemment, en fait, c'est le seul modèle qui existe aujourd'hui en tiers financement en France, des modèles où on garde la propriété des actifs jusqu'à la toute fin du contrat, ce qui veut dire jusqu'à ce qu'on ait remboursé le projet. Au terme de ce contrat, on transfère la propriété effectivement au client. Ceci nécessairement requérait de la part du client, le maître d'ouvrage, comme vous dites Xavier, devait nécessairement à ce moment-là, ce qu'on dit, déconsolider en fait. Il devait traiter par un artifice comptable les différents actifs, la chaudière, il devait le traiter par cet artifice comptable pour dire ceci, en fait, j'en suis pas vraiment propriétaire, je ne fais que le louer. Et pourquoi est-ce que nos DAF, nos CFO, nos gens de finance, pourquoi est-ce qu'ils souhaitaient déconsolider, en fait? C'est qu'ils auraient bien aimé consolider pour avoir cet actif qui augmente leur patrimoine, ce qui est fabuleux, mais ils ne souhaitaient pas avoir la dette qui correspond à ce patrimoine nouveau. Parce qu'en fait, l'endettement, déjà en France, on le sait, l'endettement est à plus de 90% du PIB. Donc, on a un taux d'endettement qui est extraordinairement important aujourd'hui, à la sortie du Covid, mais pas seulement pour cette raison. Et justement pour cette raison, les acteurs économiques ne voulaient pas se retrouver avec un endettement accru. Donc, on leur avait facilité par cet artifice comptable l'idée de « on vous avance les fonds pour le projet, vous nous remboursez petit à petit ». On vous retransférera donc ces actifs au terme des 12, 15, 20 ans du contrat qu'on allait signer ensemble. La Sofiac, c'est 2 ans et demi en fait de recherche et financement en recherche et développement en finances durables. On a mis beaucoup de temps pour arriver à consolider un fonds d'investissement et c'est pour ça aussi que l'ADEME nous appuie pour pouvoir pousser ce modèle-là plus en avant, en permettant de transférer l'actif tout de suite sans prendre aucune garantie dès le début du contrat. Très bien. Vous aviez d'autres diapos là en introduction? C'était la dernière. Oui, non, rapidement. Donc, tout projet, tout actif industriel, tout actif tertiaire, tout projet qui crée de la valeur, en fait, c'est ça qui est important, qu'on crée de la valeur et surtout qu'on fasse une vraie décarbonation et qu'on atteigne les ambitions de 2030. Acquisition pleine et entière dès la mise en service, avantages fiscaux, économie d'énergie. C'était juste le petit résumé. Et c'est tout, Xavier. Voilà, merci. C'était intéressant, effectivement, de faire ce point sur les aspects fiscaux et financiers. On va en reparler aussi avec la Banque des Territoires, là, sur l'aspect aussi un peu plus public. Alors, on va continuer dans le schéma qu'on avait défini. Avec vous, Yannick, merci pour la FEDEN d'être aussi avec nous, la FEDEN qui participe à ces conférences depuis maintenant plus de 2 ans. Alors, combien est-ce qu'il y a de CPE? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en place? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus, alors, Yannick? Alors, je vais vous présenter quelques chiffres, mais je vais peut-être présenter un peu aussi la FEDEN juste avant, je vais me permettre. Donc, on est la Fédération de l'efficacité énergétique et de la chaleur renouvelable. Pour donner une idée, ça fait plus de 40 ans que l'ADN de cette fédération, c'est la maîtrise des consommations d'énergie. Donc voilà, on n'est pas des novices, on est des opérateurs de CPE et de contrats de performance énergétique. La FEDEN, c'est 500 adhérents, ça représente un peu plus de 50 000 salariés sur le territoire et un chiffre d'affaires géré de 11 milliards d'euros par an. On intervient au quotidien sur à peu près 60 à 70% du parc résidentiel et tertiaire en chauffage collectif et dans l'industrie. Donc on est vraiment une fédération et des entreprises qui sont un acteur majeur de cette actualité et de la transition énergétique dans laquelle on se retrouve. Historiquement, nos entreprises étaient des entreprises de vente de fuel à la création, pour revenir un peu. Et voilà, ces entreprises ont su évoluer et s'adapter aux changements, le passage du fuel au gaz, l'amener des cogénérations, les chaufferies biomasse, le développement des réseaux de chaleur urbains et les engagements de performance et de consommation au niveau des bâtiments. On fait de la production de chaleur, de l'exploitation, de la maintenance, des installations de chauffage et de climatisation de A à Z.
On fait aussi bien les travaux que la maintenance et on fait des contrats de résultats. Voilà, en intégrant également tous les changements technologiques et les évolutions vers les énergies renouvelables et de récupération. Donc géothermie, biomasse, récupération de chaleur fatale chez les industriels. Solaire thermique, solaire photovoltaïque, voilà. Pour faire un petit point au niveau des entreprises de la FEDEN, puisqu'on n'est pas forcément que les seuls opérateurs de CPE, à fin 2022, il y avait un peu plus de 400 CPE en exploitation au sein des entreprises de la FEDEN. Le premier CPE datant de 2008, donc on a quand même un certain recul sur les résultats et ce qui peut être fait. Pour ne pas le nommer, c'était celui de la ville d'Honfleur. Voilà, ça a été le premier CPE fait sur le territoire français. Il y a eu un deuxième gros CPE assez significatif sur la ville de Paris, le CPPE 100 des écoles de la ville de Paris, voilà, où les entreprises de la FEDEN sont intervenues et où on partage la maintenance entre une entreprise privée, voilà, un exploitant, et la régie municipale de la ville de Paris, tout en garantissant les résultats de performance. Pour revenir un peu sur les segments, on voit qu'il y a 5 segments qui sont majoritairement représentés dans le cadre des CPE. On retrouve la santé, culture, loisirs, sport, bureau, enseignement et résidentiel. On a le commerce, l'hôtellerie, l'industrie et l'agriculture sont un peu à la traîne sur ces segments d'activité. Un CPE aujourd'hui, on va retrouver différentes durées sur les CPE. On a des CPE de courte durée, alors qui vont être associés à des objectifs de gains rapides de 1 à 5 ans. La majorité des CPE ont des durées de 6 à 10 ans. Et quand on intervient vraiment sur des CPE vraiment à titre patrimonial élevé, on va se retrouver avec des CPE de plus de 20 ans de durée de contrat. Qui sont relativement peu représentés, puisque ça doit représenter 5 CPE sur les 400. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, le CPE 100 de la ville de Paris, c'est 20 ans de contrat. Voilà. Donc ça permet de garantir les résultats de performance pendant 20 ans, mais également avec une ambition de maintenir l'évolution technologique sur ces 20 ans. Alors là, juste une petite précision, parce que les CPE, on peut les avoir sur les systèmes, c'est ce dont vous parlez, et puis on peut les avoir aussi sur les bâtis. Alors, j'y viens justement après. Les CPE, on en a trois types. Ah oui. Les CPE assez simples, objectif, gain rapide, et c'est nos contrats historiques, on va dire, d'engagement. On va avoir des CPE systèmes, sur lesquels on va intervenir que sur les systèmes de production, que sur la technologie, donc les mises en place de GTB, les remplacements des moyens de production, l'éclairage, les centrales de traitement d'air double flux, voilà, vraiment technique. Et après, on va passer sur des CPE globaux, où là, on arrive dans l'investissement patrimonial, on va toucher au bâti, on va rénover le bâti énergétiquement. Et pour donner un ordre d'idée, sur les performances qu'on peut attendre. Voilà. On a des contrats de résultats où on va retrouver la maintenance des équipements. Contrat de moyens, c'est la maintenance des équipements. Contrat de résultats, c'est la maintenance, le suivi et le pilotage des installations. Un pilotage énergétique, la sensibilisation des usagers, l'engagement sur les consommations énergétiques. Les CPE de service, on va atteindre des baisses de consommation de 15 à 20%. Et on va avoir des engagements sur l'efficacité énergétique. Les CPE de rénovation technique, on va être sur des bases de 25 à 30% de gains et on va avoir un bouquet de travaux efficients sur la partie technique des installations. Et les CPE de rénovation globale, on va se retrouver avec des gains en performance entre 40 et 60% avec une rénovation patrimoniale du bâtiment. Il faut bien intégrer tout ça dans un environnement global. Le CPE, il ne vit pas tout seul. Et quand on travaille sur un CPE, il faut regarder aussi les réglementations qu'il y a autour, et notamment toute la partie décret tertiaire qui impose moins 40% en 2030 sur les consommations d'énergie,
moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Il faut aussi associer le décret BACS, et là je rebondirai sur ce qui a été dit avant. Il y a 2 choses qui sont importantes dans un CPE, c'est maîtriser sa référence. Voilà. Quelles sont les consommations de base, quelles sont les références, et mesurer la performance au cours du CPE. Et pour ça, il y a 2 choses. C'est l'instrumentation et la mesure et vérification pour fixer les règles. Un bâtiment, aujourd'hui, quand on part sur un contrat de 10 ans alors on va prendre une école, sa vie, les usages évoluent et il faut pouvoir tenir compte de l'évolution de ces usages pour maîtriser et pour mesurer et garantir une vraie performance. Juste pour repréciser le décret BACS, parce qu'on a plein de collectivités qui nous écoutent, des maîtres d'ouvrage qui ont des patrimoines. Le décret BACS, c'est la GTB qui est obligatoire, c'est ça dans les... Le décret BACS, c'est la GTB, voilà, c'est la mise en place d'un certain nombre de systèmes de régulation et de remontée des informations de compteurs et de fonctionnement du bâtiment. Un CPE, aujourd'hui, ce n'est pas non plus que de l'énergie. Voilà, on est aussi dans la qualité d'air, on est aussi dans le confort d'été. Voilà, c'est une performance multicritère. J'ai plein de questions, mais je ne vais pas toutes vous les poser. Bon, il est super ce schéma, parce que, merci, on va le remettre. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, il est simple, basique, mais il fait parfaitement le travail et ça permet de bien comprendre les CPE. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'un maître d'ouvrage peut faire plusieurs CPE dans le même bâtiment, plusieurs typologies de CPE dans le bâtiment. Je prends un exemple, il commence par les systèmes et puis il se dit, bon, 5-6 ans après, j'ai envie de faire une rénovation globale et je fais un autre CPE. Alors, la ville d'Honfleur, le premier, je vais prendre le plus vieux. La ville d'Honfleur, c'était 2008, c'était un CPE de 10 ans. En 2018, on a refait un CPE sur les mêmes bâtiments parce qu'en 10 ans, les technologies ont évolué, les possibilités ont évolué et on a continué à faire du gain sur le parc de la ville d'Honfleur. Voilà, mais il faut plutôt attendre que le premier CPE soit terminé avant d'en faire un autre. Oui, ouais, c'est plus simple. Ouais. Bah oui, parce que sinon, on comprend sur les engagements, ça va être plus compliqué à gérer. En termes d'observateurs, vous avez donné tous les chiffres que vous vouliez nous partager. Voilà, juste pour donner, voilà, vous comprenez bien que l'investissement entre un CPE service et un CPE global, c'est pas le même. Voilà, sur un CPE système, on va être aux alentours de 100 € du mètre carré au niveau investissement, pour donner un ordre d'idée. Et sur un CPE bâti, on est plutôt aux alentours des 300 € du mètre carré. Voilà, un facteur 3 à peu près. Voilà, merci pour ces chiffres, parce qu'on ne savait pas le nombre, et c'est très bien. Alors Thomas, pour continuer, là on va continuer avec parler financement. Vous allez partager les micros. Alors, bon, on voit que le financement, c'est un élément essentiel. Anne a commencé à en parler, bien entendu. C'est comment vous intervenez, Banque des Territoires, et puis ce qu'il faudrait donner aussi à notre public comme élément, c'est quelles sont les étapes à respecter, parce qu'il y a tout un processus et des étapes à respecter pour mettre en place un financement et un CPE. Merci Xavier. Alors, pour la Banque des Territoires, sur le financement des CPE, je vais évoquer plusieurs objets. Un classique que les collectivités connaissent bien. Alors, je vais parler essentiellement de bâtiments de tertiaire public. Ça complétera le propos d'Anne qui s'est attaché plutôt aux enjeux du tertiaire privé, industriel ou autre. Pour les collectivités territoriales, alors, classiquement, elles savent que la Banque des Territoires peut financer les opérations de rénovation, notamment par des prêts de long terme qui sont adaptés plutôt aux opérations de rénovation lourdes, qu'elles soient en CPE ou pas, et un mécanisme plus court terme adapté plutôt aux logiques de CPE de service, ou en tout cas d'action d'économie d'énergie à temps de retour rapide, qu'on appelle Intracting, qu'on a eu l'occasion de présenter dans les conférences du Grand Circuit à plusieurs reprises et à d'autres occasions. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur d'autres mécanismes plutôt orientés qui ont cherché finalement à transposer ce qui se fait dans les bâtiments tertiaires et industriels sur le patrimoine public. Il y avait depuis 2008 déjà les premiers CPE
dont plusieurs se sont montés dans ce qui s'appelait les marchés de partenariat ou les contrats de partenariat selon les époques, ils ont changé de nom, qui avaient la particularité, en tout cas au départ, d'être des mécanismes dérogatoires de la commande publique et perçus et avec une forme de lourdeur. Donc ça a été plutôt réservé à des grandes villes, ou à des départements, à des régions pour travailler sur des lycées, sur des collèges, ou typiquement sur des écoles. Mais la ville de Paris, il y avait une centaine d'écoles dans le périmètre, donc plutôt des grands maîtres d'ouvrage qui ont pratiqué ce genre de contrat. Et puis, plus récemment, depuis 18 mois maintenant, il y a une nouvelle réglementation qui permet finalement de retrouver un peu la logique qu'on avait dans les marchés de partenariat, mais en repartant des marchés publics globaux plus classiques, qui ont nettement la préférence des collectivités territoriales en tant que maîtres d'ouvrage, et en ouvrant la possibilité de faire du paiement différé. Et de ce point de vue-là, ça mélange un peu les deux mondes, la maîtrise d'ouvrage classique avec les MGPE, avec l'option du paiement différé qui vient faire ressembler à un MGPE à ce qu'étaient les contrats de partenariat. MGPE, là, pour les marchés globaux ouais. de performance énergétique, donc qui embarquent une garantie de performance énergétique. Donc ils font partie de la famille des CPE, trivialement. Et du coup, cette diapo revenait sur des éléments sur l'intérêt et l'avantage des contrats de performance énergétique, qui est tiers financement ou pas, mais c'est particulièrement, ça se concrétise de manière particulièrement importante quand on associe la logique du tiers financement. Donc avec typiquement des acteurs comme la Sofiac ou comme les entreprises de la FEDEN ou d'autres qui peuvent proposer des solutions clés en main sur la performance énergétique, avec des engagements sur la performance, sur les délais, sur les coûts. On intègre bien dans les coûts de ces travaux la compréhension des coûts de toute l'exploitation de maintenance, alors qu'on a tendance sinon à les séparer de l'analyse. Et puis la possibilité d'externaliser le financement. Et là, c'est du coup une nouveauté dans les marchés publics de performance énergétique de pouvoir faire du paiement différé. Et ça peut permettre de réfléchir à des mécanismes qui avaient été développés à l'époque un peu de la même manière sur les marchés de partenariat et qui ont pu être pratiqués. Je reviendrai sur quelques exemples à la fin. Où finalement, la personne publique va confier son contrat de performance énergétique à un acteur de l'offre, de la FEDEN, ou s'il y a des marchés de très grande taille avec une grande dimension de travaux d'isolation, ça peut être des acteurs un peu différents, mais les deux peuvent exister, qui vont proposer un contrat clé en main et qui vont prendre la tâche d'organiser le financement de l'opération et finalement, du coup, proposer un package complet à la collectivité territoriale ou à la personne publique, quelle qu'elle soit, collectivité territoriale ou autre, avec un paiement différé de loyer. Et nous, Banque des Territoires, on peut intervenir, on peut soutenir cette logique de projet en venant aux côtés d'investisseurs, aux côtés des industriels qui ont gagné le marché et éventuellement d'autres investisseurs, finalement, organiser, apporter les fonds propres nécessaires au financement de l'opération. Donc, du coup, ça propose des schémas différents. C'est des schémas qui peuvent se faire à l'échelle d'un bâtiment, d'une opération, plutôt si c'est une opération un peu substantielle en taille, ou alors d'un maître d'ouvrage sur plusieurs opérations, ce qu'on a vu de manière assez classique. Typiquement, c'était l'exemple de la ville de Paris. À l'époque, ils avaient fait un marché de partenariat, mais ça aurait pu se faire aujourd'hui. Ils l'auraient peut-être fait en marché de performance énergétique à paiement différé, en MGPE à paiement différé. Et ça peut aussi s'organiser entre plusieurs maîtres d'ouvrage publics différents qui peuvent parfaitement faire des sortes de groupements d'achat pour avoir finalement un peu une taille critique et optimiser et organiser ce genre d'opération. Donc c'est des choses qu'on pense voir émerger là au cours de cette expérimentation sur les marchés globaux à paiement différé, avec l'appui ou pas de PSI existants type syndicat d'énergie ou à l'échelle de communautés d'agglomération, ou simplement d'acteurs qui se regroupent en dehors des intercommunalités préexistantes.
Donc cette nouvelle approche, elle est permise par une loi qui a maintenant presque un an, qui autorise une expérimentation pendant 5 ans sur le paiement différé pour les marchés globaux de performance énergétique. Et du coup, avec les possibilités de mutualisation que j'ai évoquées, et qui permet, comme dans tous les marchés globaux de performance énergétique, de conserver la maîtrise d'ouvrage du côté de la personne publique sans la transférer. Alors que dans les contrats de partenariat qui existent depuis le milieu des années 2000, il y avait un transfert de maîtrise d'ouvrage dans le marché qui fait c'est potentiellement une des raisons pour laquelle il a été peu utilisé par les collectivités territoriales. Et donc nous, en tant que Banque des Territoires, on peut accompagner ces opérations et en accompagnant un peu aussi l'État derrière cette expérimentation pour lui donner toutes les chances de fonctionner. On peut contribuer aux côtés des collectivités au financement des études amont qui vont permettre d'organiser ce genre de marché qui sont un peu nouveaux, qui supposent un accompagnement financier et juridique parfois des collectivités territoriales. Et donc, comme sur d'autres sujets, on peut contribuer au financement des études préalables. Et puis évidemment, après, le cœur de notre rôle, c'est de financer l'opération elle-même sur le schéma que j'ai évoqué avant en tant qu'investisseur. Et on peut combiner les deux. On peut aussi associer à notre rôle d'investisseur les mécanismes de prêt sur fonds d'épargne qui sont de toute façon éligibles pour les opérations de rénovation des bâtiments publics et qu'on peut mobiliser en complément des fonds propres qu'apportent les investisseurs dans ces opérations. Je vais m'en tenir là pour l'instant. Voilà, ce que vous pouviez dire, effectivement, c'est un peu technique, ce qu'on retient, mais enfin, il y a effectivement ces mécanismes. En termes quand on regarde un phasage par rapport à une idée de mettre en place un CPE, il faut que le maître d'ouvrage doit venir à quel moment vous voir Alors, il peut venir un peu quand il veut, mais le plus tôt, c'est le mieux. Et notamment, en fait, nous, on peut dans l'interaction avec les collectivités territoriales, fournir une forme de pré-conseil, à la fois financier et un peu juridique sur les étapes dans les processus de construction du marché, dans lesquels il va falloir intégrer tel ou tel élément, typiquement pour que si elles font un marché global de performance énergétique à paiement différé, pour que les futurs titulaires du marché puissent mobiliser un prêt sur fonds d'épargne, il faut penser à l'inscrire dans la consultation assez tôt. Donc ça fait partie des genres de choses où les collectivités ont intérêt à venir nous voir assez tôt. Et puis comme évoqué, on peut accompagner les études amont financièrement. Donc pour ça, il faut venir nous voir. Donc ça invite les collectivités à nous solliciter relativement tôt. De même qu'elles ont aujourd'hui pris l'habitude aussi, dans la préparation de leurs opérations, d'envisager les dispositifs d'accompagnement comme le dispositif acté de la FNCCR qui propose beaucoup d'accompagnement amont. Donc tout ce dialogue, il a intérêt à se faire le plus tôt possible avec nous. Ah ben là, vous avez fait la transition toute trouvée, parce qu'on voulait parler juste après d'acté avec la FNCCR. C'était Yann qui devait en parler. Est-ce que, Ulysse, vous êtes en capacité d'en parler? Je prendrai un instant. Je ne saurais probablement pas détailler aussi bien qu'il l'aurait fait, mais je vais m'y atteler. Ouais. On va vous passer vous avez des diapos, hein, je crois qu'ils sont... on va passer les diapos. Yann, on n'a pas réussi à le récupérer, hein, Benjamin, non. Oui, il m'a envoyé un SMS, il regrette que ça n'ait pas fonctionné. Il vous salue. Merci. Alors pour le coup, je prendrai un instant au début pour présenter le groupe, puisqu'il se trouve que le groupe Hélio intervient sur les différentes étapes des projets de travaux jusqu'au suivi de la performance afin d'atteindre ces fameux objectifs liés au CPE. Et pour le coup, Hélio existe depuis 2008. C'est une structure délégataire du dispositif des certificats d'économie d'énergie et à ce titre-là, opérateur du dispositif et financeur. Aujourd'hui, alors les chiffres évoluent puisque aujourd'hui on est plus proche des 300 collaborateurs et le chiffre d'affaires a pas mal évolué. On a cette particularité-là d'accompagner tous les secteurs qui sont ciblés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, à la fois dans ces projets d'efficacité énergétique et dans l'effort de décarbonation auprès des collectivités, auprès de l'industrie notamment, ainsi que le résidentiel individuel et collectif.
Plusieurs cordes à notre arc, puisque depuis la phase amont, dont je reparlerai un petit peu par la suite, notre bureau d'études AKEA intervient pour définir les modalités du CPE. On parlait de situation de référence dès le départ, le point de départ qui permet d'arriver vers... je suis revenu en arrière, pardon. Vers ces fameux pourcentages d'efficacité énergétique. Nous mobilisons les financements, nous montons les dossiers jusqu'à leur succès et mettons en place les outils qui permettent, comme le disait Anne un peu plus tôt, le suivi, cette mesure de la performance qui va permettre de s'assurer des objectifs atteints. AKEA Énergie, donc notre bureau d'études qui, depuis 2001, accompagne les collectivités. Donc depuis cette phase amont, le diagnostic, plusieurs missions amont comme la programmation de travaux, la définition au travers de missions d'AMO des objectifs à atteindre pour les CPE, et j'y reviendrai par la suite, la mise en place d'un outil qui est de notre production, de la production d'AKEA pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. Vous en parliez un peu plus tôt, donc le programme ACTE, qui est un programme lié au dispositif des certificats d'économie d'énergie, dont la FNCCR est porteuse, et qui permet justement pour les collectivités, et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'inexactitudes dans ce que j'avance, de leur faciliter la tâche dans la mise en place de ces fameux MGP à paiement différé, puisque une grosse partie des coûts induits sur la phase amont sera prise en charge via ce programme. Et notamment porte sur plusieurs aspects. Donc parmi les bénéficiaires, vous en parliez, les communes, les EPCI, les régions, les syndicats par exemple, qui depuis février jusqu'à fin juin vont pouvoir répondre à cet appel à manifestation pour pouvoir souscrire à ces fonds, de manière à obtenir des financements à la fois sur la partie instrumentation, mais aussi ressources humaines et suivi du contrat. Différents lots, comme je vous le disais, sont ciblés par ces financements. Donc en phase très amont, donc, les ressources humaines qui seront mobilisées justement pour suivre ça côté collectivité pourront voir des financements attribués avec les proportions qui sont indiquées ici, donc un financement jusqu'à 30% du salaire brut chargé d'un ETP, plafonné à 10 000 € sur un an. Et aussi sur la phase aval, donc cette fois-ci sur le suivi et sur le maintien du suivi du contrat de performance énergétique sur toute sa durée. Mais au-delà des ressources humaines, il y a l'outil et les missions de service et de suivi tout au long de la vie de ce contrat de performance énergétique, puisque les outils de mesure peuvent être aussi financés avec un taux d'aide de 50% du coût, plafonné à 5 000 €. Et justement, je vous parlais un peu plus tôt des outils qu'on a su mettre en place et qui ont été implémentés à la fois pour du tertiaire privé, mais auprès de collectivités avec lesquelles on a l'habitude d'intervenir, sur du suivi multisite par exemple. Un outil interne qui s'appelle Delta Conso Expert et qui permet, pour la maîtrise d'ouvrage, d'avoir un outil de suivi site par site qui permet d'avoir de la remontée d'informations, du comptage et du sous-comptage en fonction de différents facteurs d'influence. Ça peut être autant l'énergie que tout un tas d'autres indicateurs, des consommations de gaz, on parlait de la qualité de l'air, il y a tout un tas de facteurs qui sont paramétrables à la guise de la maîtrise d'ouvrage et pour le coup qui peuvent rentrer dans ce cadre-là et être financés en partie par ce fameux programme ACTE. Au-delà de ça, et c'est les missions qui sont délivrées cette fois-ci aussi par les équipes d'AKEA, la mission d'AMO sur le CPE qui peut consister en partie à suivre tout au long de la vie du CPE les objectifs atteints et pour le compte ou en partenariat avec la collectivité d'avoir un appui d'un bureau d'études externe qui va pouvoir apporter son expertise et veiller à la bonne tenue et à l'atteinte des objectifs qui ont été convenus au contrat. Juste une question là sur les montants que vous donnez, c'est les montants par projet, par bâtiment,
Parce que les sommes sont pas colossales non plus, mais on imagine sur des petites collectivités ou sur des petits projets, c'est très intéressant. Oui, et comme le disait un peu plus tôt justement la Banque des Territoires, le but aussi c'est qu'il puisse y avoir une mutualisation des coûts et des groupements entre ces collectivités-là pour pouvoir maximiser ces financements-là. On peut penser de prime abord que c'est pas très exorbitant, mais encore une fois, ça finance une partie et la phase amont et la phase aval du contrat. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, et ça me permettra aussi de faire la transition, merci, avec les exemples qui vont suivre, c'est que le dispositif des certificats d'économie d'énergie permet, cette fois-ci sur la phase opérationnelle, d'aller chercher des financements supplémentaires proportionnellement à l'engagement pris sur le contrat de performance énergétique. Autrement dit, il est possible de mobiliser des fonds via le dispositif des C2E lorsqu'on réalise une opération de travaux. On parlait de production de chaleur, on parlait de ventilation, de CVC, de gestion technique du bâtiment aussi. Ces opérations-là, au titre du dispositif, peuvent donner droit aux maîtrises d'ouvrage à des financements, et c'est ceux qu'on leur met à disposition. Et lorsqu'ils sont engagés au travers d'un contrat de performance énergétique, ça a cela de vertueux que ces montants mobilisés peuvent être bonifiés. Et ça me permet de transitionner vers quelques exemples. Alors on en a pris deux. On avait dit peut-être les exemples qu'on les verrait dans une deuxième partie ou c'est avec plaisir, entendu. C'était juste un retour d'expérience, mais si c'était la partie exemple, je propose de les voir sur cette partie-là. Je voulais juste revenir, comme ça répondait en écho effectivement sur ce que vous venez de dire. Je voulais juste qu'on revienne avec vous, Yannick, sur la partie CPE et décret tertiaire, parce que vous en avez parlé, Ulysse. C'est comment on intègre le CPE dans le cadre du décret tertiaire, parce que là, il y a un dispositif qui est effectivement qui est complexe. Et puis, vous avez parlé aussi, Ulysse, de points initial, de mesures initiales des consommations. Et donc ça, il faut aussi préciser tout ça. Voilà. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que Ulysse vient de dire sur les CPE et la bonification dans le cadre des fiches C2E. Voilà, cette bonification, elle se fait à partir du moment où on a un CPE de 10 ans. Voilà, c'est une notion importante pour la bonification. C'est la durée qui permet la bonification. Voilà. Pour revenir donc maintenant sur la partie bilan et état, et je ne parlerai pas que des consommations en fait. Pour lancer un CPE sur un bâtiment, il faut avoir son état général. Il faut faire son bilan et maîtriser son bâtiment, connaître son bâtiment. Voilà, ça évite beaucoup d'écueils. Le plus gros sujet aujourd'hui qu'on va rencontrer, les deux plus gros sujets, c'est la maîtrise des consommations. Quelles sont les consommations historiques des bâtiments? Et malgré ce qu'on peut penser, il est souvent assez difficile pour une collectivité de récupérer son historique de consommation et de facturation. C'est pas si simple que ça, ça prend du temps. C'est nécessaire également dans le cadre du décret tertiaire pour faire sa déclaration sur Opérate et fixer ses objectifs et ses consommations de référence. Mais il faut aussi connaître l'aspect technique de son bâtiment. Si vous voulez intervenir sur un bâtiment, faut avoir fait les diagnostics amont techniques, l'amiante. Si vous envisagez de mettre des panneaux photovoltaïques, il faut avoir la structure et faire un bilan des structures porteuses de son bâtiment, de l'état de sa toiture. Elle doit être PV ready. Si elle n'est pas PV ready, ça veut dire qu'il va falloir refaire une étanchéité sur les toitures. Donc il y a vraiment, c'est un point important qui permettra d'avoir un CPE qui se déroule correctement. Aujourd'hui, dans ceux que je connais, le plus gros point noir, c'est l'amiante et le plomb. Parce que les diagnostics techniques n'ont pas été faits correctement. Et quand on arrive sur un établissement scolaire ou sur un établissement tertiaire, on dit qu'on va faire 6 mois de travaux, qu'on découvre de l'amiante ou du plomb, qu'il faut faire un plan d'évacuation de l'amiante ou du plomb, et tout d'un coup, on se retrouve avec 6 mois, 8 mois de décalage, et c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout les mêmes coûts. Et ça, c'est un point vraiment important pour qu'un CPE se déroule correctement, et c'est un point qui est souvent négligé.
Donc c'est pour ça que je trouve que tout ce qui est acté et voilà, tout ce qui est en amont du CPE et de la mise en œuvre du CPE, c'est vraiment le point essentiel pour que ça se déroule correctement et que le CPE soit serein dans sa réalisation et dans sa phase travaux, exécution. Alors on était effectivement sur la partie ancrage avec le décret tertiaire. Alors voilà. Après, c'est ce que je disais, c'est un environnement, c'est un écosystème. Penser à un CPE tout seul, sans regarder tout l'écosystème autour, c'est dangereux. Aujourd'hui, dans le cadre du décret tertiaire, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. Si vous décidez de faire un CPE avec un investissement bâtimentaire et que donc c'est un investissement patrimonial avec une durée de 20 ou 25 ans, si ça ne vous permet pas d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, vous êtes en train de louper votre CPE. Voilà, il faut dire je vais faire un investissement, un CPE global et je vais atteindre juste 40% d'économie d'énergie sur mon bâtiment. Et ben, ça veut dire que dans 10 ans, vous êtes obligé de refaire un investissement. Et là, on est sur l'investissement patrimonial. Et donc, vous êtes en train de passer à côté justement de tout l'écosystème et tout l'environnement. Il faut vraiment penser à un CPE dans sa globalité pour que c'est un intérêt. Et la situation donc c'est ce point de sa situation de référence, parce que c'est là-dessus que tout se joue. Ça vaut à la fois pour le décret tertiaire, mais aussi pour le CPE. Alors, ça vaut pour les deux. Dans le décret tertiaire, c'est la base du décret tertiaire, la situation de référence, mais cette situation de référence, dans le décret tertiaire, elle n'est qu'énergétique. Voilà, et vous devez vous fixer votre situation de référence en fonction des consommations sur les 10 dernières années, ou si vous ne les avez pas, en fonction de ratios qui sont publiés. Dans le CPE, en plus de cette consommation de référence, il faut vraiment faire l'état technique de vos bâtiments. Il faut maîtriser vos installations, il faut savoir ce que vous avez en installation technique. Je vois aujourd'hui trop de CPE sortir où les diagnostics amont, plomb, amiante sont pas faits, où il n'y a pas de maîtrise du parc technique, même ne serait-ce que du parc technique des bâtiments. Et là, ça devient très compliqué à réaliser de manière sereine et efficace. On se retrouve avec trop d'écart au moment où on passe en phase exécution. Alors, on va continuer, on tire le fil. Vous allez tout savoir sur le CPE là, à la fin de la conférence. C'est pour ça qu'on est ensemble, parce que c'est un sujet complexe. On est ensemble un peu de temps. Anne, pour continuer avec vous, on voit à quel point, finalement, après, il faut mesurer la performance. Et donc, il faut un tiers de confiance pour mesurer cette performance et s'assurer que les objectifs soient bien atteints tels qu'ils ont été définis de manière contractuelle, parce qu'effectivement, on voit tous les enjeux qu'il y a autour. Et peut-être il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le micro est ouvert, peut-être ? Oui, et c'est moi qui... Oui, voilà, c'est bon. Il faut bien le mettre dans l'axe et parler un peu fort. Je voulais simplement peut-être clarifier, si on peut revoir les slides du début. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire là ? J'avais envie de vous dire ceci. On ne va pas les refaire, les slides du début. On ne va pas pouvoir refaire tous les slides du début. On ne va pas refaire une deuxième fois. Parce que sinon, surtout pas. C'était juste celle-ci. Bougez pas. J'y vais, moi. Voilà, on s'arrête là. Il y avait une première question. Ça me donnait l'occasion d'y revenir. On a dit beaucoup de choses. Simplement pour être très clair, le CPE, il est encadré par le Code de la construction. Il a été précisé dans un décret d'application. Et les éléments les plus importants d'un CPE, c'est pour ça que je voulais y revenir, Xavier, c'est justement les 3 éléments, les conditions essentielles qui permettent au CPE d'être vraiment un vecteur essentiel pour accélérer la décarbonation. C'est cette garantie de performance. D'abord, il y a une garantie qui est offerte par le prestataire. Ça préserve entièrement le client ou le maître d'ouvrage des risques techniques liés au projet. Le prestataire technique, c'est lui qui connaît. Il maîtrise très très bien les technologies qu'il va mettre en place, les services qu'il rend. Et donc, du coup, il est à même de donner cette garantie. Le deuxième élément qui est essentiel et qui est repris dans le décret très clairement, c'est justement cette performance qui est mesurée par rapport à une situation de référence. Et là, un petit détail par rapport à ce que Yannick disait. Lorsqu'on parle du décret tertiaire, on parle d'une année de référence. C'est donc l'année sur laquelle on se base. A priori, ce devrait être l'année 2020, je crois, 2019, qui avait été établie dans le décret tertiaire, ce qui veut dire que
Quand on parle de moins 40% dans le décret tertiaire, ce sera par rapport à 2019 en termes de consommation, et c'est ce sur quoi on mesurera l'évolution des consommations dans le temps, eu égard au décret tertiaire. Or, dans un contrat de performance énergétique, c'est quand même complètement autre chose, c'est vraiment une situation de référence. Donc, ce qu'on regarde, c'est toutes choses étant égales par ailleurs, l'équipement qui est mis en œuvre, ou la solution, ou la technologie, dans quelle situation est-ce qu'il est mis en œuvre et quelle est la performance qui est attendue. La garantie que le prestataire technique offre au client, c'est bien une garantie qui porte sur cette performance. Et donc, c'est important, elle est fixée contractuellement. On a une clarté extrêmement précise du prestataire technique et du client qui est acceptée par rapport à cette situation-là. Et le troisième élément qui est repris aussi dans le décret, très clairement, c'est qu'il y aura une pénalité. Le prestataire de service qui a donné une garantie, si jamais il n'atteint pas la performance qui est garantie, il y a effectivement une pénalité qui est attendue. D'où l'importance. À situation de référence bien définie. Exactement. Bien sûr. Et cette situation de référence, en fait, elle est évaluée, après mesurée, vérifiée. Je pense que quelqu'un doit intervenir sur ce sujet avec beaucoup plus de précision que moi. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ce dont on a besoin, si on se rembourse d'un contrat de performance énergétique sur la performance, il est donc absolument essentiel qu'elle soit mesurée sans qu'il y ait d'impact ou d'influence, des éléments ou des aléas liés à la production, la saisonnalité, l'usage qui évolue, dont on parlait tout à l'heure avec la Banque des territoires, dans le temps. Comme c'est un contrat à long terme, s'il y a plus ou moins de production, plus ou moins de salariés en place, plus ou moins chaud l'été ou froid l'hiver, il faut qu'on soit en mesure d'isoler la performance des équipements mis en œuvre par rapport à tous ces aléas pour qu'on puisse vraiment savoir ce sur quoi on se rembourse, en fait. Et donc, elle est absolument essentielle, cette mesure et vérification. Vous avez d'autres diapos ? Peut-être une chose, parce que là, je n'ai pas du tout répondu, mais je voulais revenir sur ce point-là. Et donc, la mesure et vérification, là, je vous ai fait un petit schéma pour qu'on voit les acteurs qui sont mis en musique dans le cadre d'un CPE. On a le client qui est bien au centre de l'aventure. C'est lui qui va mettre en œuvre sa stratégie. C'est lui qui va souhaiter rénover, renouveler ses bâtiments, ses équipements, quels que soient les besoins qu'il a en termes de décarbonation, également toutes les mises en conformité dont Yannick parle, tout ce qui doit être fait. Il va y avoir des capitaux qui sont mis à disposition dans le cadre d'un tiers investissement. Sinon, effectivement, il y a des prestataires techniques également qui peuvent financer ce genre de travaux. Ce qui est fondamental et que je voulais illustrer ici, c'est l'absolue importance d'avoir un tiers qui soit indépendant. Pourquoi ? Et nous, le modèle qu'on a adopté, c'est qu'il doit nécessairement être certifié protocole, en vertu du protocole international de mesure et vérification, comme par exemple chez Elio, ils le sont. Typiquement, c'est pour avoir un standard et un tiers qui soit extérieur à la transaction, pour avoir des conversations sereines en fin de mois et se dire, effectivement, oui, ça a été mesuré et vérifié, les solutions ont offert cette performance et c'est ce sur quoi on rembourse le contrat. Donc, c'est ce tiers ici qui est vraiment fondamental à toute la mise en place d'un contrat de performance énergétique, à la sérénité dans le temps et à la capacité d'aller faire une décarbonation plus importante. Oui, je voulais faire Yannick rebondir là-dessus, sur ce tiers indépendant aussi, sur effectivement quand vous réalisez des CPE à la FEDEN dans vos entreprises, où il y a aussi ce tiers indépendant. Alors, aujourd'hui, on a les deux situations. Ouais. Soit le protocole IPMVP et la mise en place de l'IPMVP et la mesure et vérification est faite par l'entreprise qui opère le contrat, avec des gens qui sont certifiés aussi. Soit le client décide de faire appel à un prestataire extérieur et à un tiers. On retrouve ces deux points-là. Réglementairement, il n'y a pas d'obligation d'avoir... Réglementairement, il n'y a pas d'obligation. L'IPMVP n'est pas une obligation réglementaire, mais ça permet quand même de fixer l'évolution des usages et l'évolution du fonctionnement du bâtiment de manière sereine et connue de tous. Oui, puis j'imagine, y compris pour la société de services énergétiques, ça permet d'être serein, d'être indépendant et
Il n'y avait pas de conflit d'intérêt finalement aussi. On va prendre, pas de risque de conflit d'intérêt. Voilà, on va prendre un cas simple. Aujourd'hui, un CPE, c'est un contrat qui prend des engagements multicritères. Généralement, c'est des critères qui vont être performantiels énergétiquement, mais on va aussi avoir des notions de confort d'été, on va avoir des notions de qualité d'air, et on va être multi-énergie. Si je me retrouve sur un bâtiment tertiaire aujourd'hui, et on va prendre le cas d'un bâtiment tertiaire avec un grand parking et qui n'a pas de moyens de recharge de véhicules électriques, et que demain on me met 10 bornes de recharge de véhicules électriques, ça ne va pas être le même niveau de consommation. Bien sûr. Donc il faut qu'on puisse tenir compte de cette évolution des usages. Un cas qui s'est passé il y a quelques années, sur le modèle, par exemple, si on prend le modèle économique des... Donc il y a un gros travail, pardon, Ouais. il y a un gros travail de suivi quand même, effectivement. C'est un gros travail de par suivi. rapport à cette situation de référence. Ouais. Cette situation, alors par rapport à cette situation de référence et l'évolution de la situation de référence et des usages. Et c'est là qu'intervient le protocole IPMVP. Alors on ne va pas rentrer dedans parce que voilà, il y a différentes catégories du protocole. Si on est en construction neuve, si on est en rénovation, voilà, il y a différents modèles et puis après c'est du modèle statistique. Mais pour situer un peu, c'est la situation qu'ont connue les ascensoristes sur la Défense quand il y a eu interdiction de fumer dans les bureaux. Le modèle des ascensoristes, c'était un modèle sur un temps de fonctionnement. Et à partir du moment où il a été interdit de fumer dans les bureaux, les ascenseurs, ils ont fonctionné beaucoup plus. Et du coup, leur contrat n'était plus adapté. Et là, il a fallu aller renégocier avec les clients pour dire l'usage, il a changé. L'IPMVP, ça permet d'éviter ça. On ne retourne pas à la négociation. L'IPMVP intègre les changements d'usage. On a compris que Elio, vous serez en capacité de répondre sur ces sujets-là, sur ces questions-là, s'il y en a. On va revenir, on va continuer. Juste, Anne, il y avait un point qu'on avait dit qu'on aborderait, c'est la question de cash flow positif sur comment fonctionne le financement avec un cash flow positif. Est-ce que vous l'aviez prévu de faire une diapo là-dessus ? Oui, et elle est importante, cette question-là, en fait, parce que pourquoi on fait des CPE si on a les capitaux pour réaliser des travaux et améliorer sa performance énergétique, tout acteur économique pourrait éventuellement le faire soi-même. En fait, on fait un CPE pour le payer de façon mensuelle, les travaux, parce que ça facilite, ça rend plus accessible la réalisation de travaux, ça rend plus accessible les travaux qui vont être très ambitieux d'ailleurs pour pouvoir atteindre les cibles dont on parlait tout à l'heure, des cibles qui sont quand même très ambitieuses. Et donc, l'aspect économique des transactions qui sont réalisées dans le cadre des CPE est fondamental et c'est quand même un des drivers de l'opération, pourquoi les acteurs le font. Et la génération le cash flow, la trésorerie qui est générée dans le cadre d'un CPE, elle est fondamentale pour aider justement, pour aller encourager à aller faire une décarbonation plus importante. Donc la trésorerie, elle est générée dans le cadre d'un CPE de deux façons. D'une part, nécessairement, avec tous les acteurs tiers investisseurs, nécessairement, il y a une partie des économies d'énergie qui est conservée par le client. Donc, la performance produit des économies et celle-là, mensuellement, effectivement, ça représente un peu d'allègement, un petit peu de trésorerie, une rentabilité un petit peu accrue pour les acteurs économiques. Donc, ça, c'est assez standard. Par ailleurs, dans le cas de la SOFIAC, une particularité, une singularité avec le modèle, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on transfère tout de suite la propriété des actifs qui sont mis en œuvre. Dès lors, l'acteur économique, donc le client, conserve la propriété, donc nécessairement la faculté de les amortir. Et les amortissants, il va bénéficier tout de suite, dès leur mise en service, des avantages fiscaux qui sont très importants. On espère, avec un prochain budget, qu'on ait l'accélération et l'augmentation des avantages fiscaux liés à l'amortissement des équipements de transition énergétique. Ça devrait arriver, on l'espère, et c'est dans les tuyaux. Mais chose certaine, aujourd'hui, en tout état de cause, on peut amortir suivant les règles comptables et fiscales classiques, et déjà, ça représente un avantage économique important. Merci à vous, Anne. Alors, pour continuer, Madeleine, on va continuer là aussi sur la partie un peu hors de l'énergie. C'est
pas tout à fait, dites-vous. Mais finalement, on voit que cette situation de référence est importante. Il faut regarder un peu plus de manière un peu plus globale sur le bâtiment et pas être que sur l'énergie. Hein. C'était le propos que vous vouliez. Oui, enfin, donc on l'a vu à travers le bilan CPE, on a vu que, et à travers aussi la Banque des territoires, il y a 2 points qui me semblaient essentiels. C'est la maîtrise d'ouvrage, qui porte bien son nom, et sa capacité à décider et à entériner par rapport à des informations relativement diverses, des critères importants et des critères plus sur ses ambitions et sa façon de voir le projet aussi. Mais il y a aussi la question que l'on a vue, que les actions se portaient surtout sur les économies d'exploitation. Et on sait qu'on n'arrivera pas à la neutralité visée en faisant des actions comme ça, relativement isolées, sans prendre en compte les modes de production. C'est les modes de production de l'énergie, mais aussi les modes de production du bâtiment, de ses éléments, des systèmes, le fauteuil va-t-il tenir, des équipements. Moi aussi, il y a une question qui entre en jeu de plus en plus, et ça a été aussi un peu évoqué, c'est les impacts sur les milieux naturels et sur la capacité des milieux où l'on vit à nous aider à résister et à être résilients. Donc ça c'est des notions extrêmement importantes, et par boomerang, on voit bien que ça revient directement un impact sur nos modes de vie, ça devient un impact sur notre santé, ça vient un impact sur notre mortalité, on en a parlé. Et puis donc on doit tenir compte, ça a été dit aussi, des événements météorologiques extrêmes qui ne peuvent pas être supprimés de ces diagnostics et de ces programmes, qui sont notamment les canicules, les inondations, les sécheresses. Et donc dans les recommandations, ce qui me semble essentiel et important, c'est cette maîtrise d'ouvrage et qu'elle ait une approche absolument complète. Elle ne peut pas être qu'énergétique, c'est pour ça que nous avions parlé dans ce sens, mais elle doit être énergétique, architecturale et environnementale. On peut rappeler dans les recommandations, donc on connaît tous un petit peu les éléments. Réduire les besoins en énergie, bien sûr, minimiser l'utilisation des ressources naturelles, les émissions de polluants et les déchets. Et ceci tout au long du cycle de vie. Ensuite, c'est réduire la part d'énergie grise, recycler, réutiliser, utiliser des matériaux renouvelables et avec le moins d'émissions de polluants et de toxiques. C'est quand même cette approche globale qu'il faut absolument privilégier parce qu'on intervient sur le bâtiment et que le bâtiment, c'est tout ça. Et il a été rappelé d'ailleurs les questions fondamentales amiante et plomb qui effectivement interviennent presque à chaque fois. Mais ça ne va pas être que ça et il y a d'autres encore questions. Ensuite, ça me semble du coup intéressant de mon point de vue. Pour dire un peu une vision un peu holistique, hein, c'est-à-dire qu'il faut regarder pas que le oui, bâtiment, on en revient toujours son là. environnement. Pas que son environnement, on regarde le bâtiment, tous ses usages, tout le pourquoi il est construit. Et il n'est pas construit pour des questions financières, il n'est pas construit pour des questions commerciales, il n'est pas construit pour des questions technologiques. Il est construit pour nous protéger, il est construit pour nous permettre de nous épanouir et garder une santé favorable à nos activités, notamment puisqu'on parle du tertiaire, on touche à l'éducation, on touche à nos lieux de travail, on touche à des lieux essentiels qui sont souvent moins considérés que l'aspect résidentiel. On souffre beaucoup au travail. Donc c'est bien répondre à ces besoins de protection et d'adaptation. Et puis, il me semble que nous avons déjà un bagage assez fort dans le milieu du bâtiment. Donc, on compose déjà avec le soleil, avec la lumière et l'ombre. On compose déjà avec l'air, avec la gestion de l'air et la circulation de l'air. On favorise les circulations naturelles. On travaille sur l'ensemble, l'aspect bioclimatique. Donc, il y a aussi donc ce rôle d'une conception qui ne peut pas être que technologique parce que forcément on arrive à des moments à des incohérences. Donc elle doit être aussi sensible et sobre forcément, mais pas sobre ennuyeuse, elle doit être sobre et riche.
Voilà, en gros. Alors, recommandations. ça me faisait... j'avais deux questions à poser. Peut-être Thomas, là, pour venir en écho là, sur ce que dit Madeleine, c'est vous financez les collectivités bon, sur plein de projets. Et donc, est-ce que quand vous faites sur le financement CPE, vous l'intégrez dans une vision un peu plus, comme disait, holistique que décrivait Madeleine, pour dire, OK, ben, vous êtes aussi dans un environnement de la ville, et donc s'il y a d'autres financements à faire en même temps, ben, on peut les faire en même temps. Est-ce que ça vient impacter là, je parle plus de l'environnement. Et puis après, j'ai une autre question aussi, qui était de dire, effectivement, Madeleine décrit l'histoire dans laquelle on est de réchauffement climatique, qui a des impacts, j'imagine, d'un point de vue consommation. Et donc, est-ce que ces choses-là ont été prises en compte dans les CPE qui ont été réalisés et comment on en tient compte? Voilà, ça sera peut-être une question plus pour les énergéticiens après. Alors, oui, d'une manière générale, la Banque des territoires, en particulier sur les enjeux de transition énergétique et écologique, et puis même plus largement sur d'autres sujets, on peut accompagner les collectivités territoriales, parce que c'est ce dont on parle là sur le tertiaire public, sur beaucoup de nature de projets, aussi bien sur des enjeux d'aménagement, sur le bâti, sur les enjeux de mobilité, à la fois sur les infrastructures, l'organisation des mobilités douces, etc. Donc on a un dialogue, on rencontre les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux par ailleurs, qui sont nos clients principaux, sur ces sujets d'aménagement du territoire, et on peut proposer d'accompagner, on a des outils de financement ou d'accompagnement en ingénierie, pour qu'elles puissent se doter de conseils, d'études amont sur pas mal de sujets, en particulier autour des enjeux de transition énergétique et écologique. Et puis pour revenir, ensuite si on refait un focus sur les enjeux du bâtiment, je voulais aussi dire un mot, et je partage ce qui a été dit précédemment sur les enjeux en particulier quand on s'engage sur des CPE, les plus longs et les plus lourds en rénovation de bâti, c'est des contrats un peu longs, on va arriver à 15 ans, 20 ans, parfois plus. Et donc ça nécessite de ne pas se louper sur ce genre de contrat. Et du coup, ça suppose, pour le maître d'ouvrage, d'avoir une connaissance de son patrimoine suffisamment précise, et donc d'avoir une stratégie patrimoniale avec une composante énergétique de cette stratégie qui soit comprise, mais qui ne soit pas la seule. C'est évidemment une stratégie patrimoniale au sens large, où la collectivité ou le maître d'ouvrage plus largement s'est projeté sur l'évolution de son patrimoine, les bâtiments additionnels dont il aura besoin s'il y a de la croissance démographique sur le territoire qui est anticipée, ou à l'inverse, on a des territoires où il y a plutôt une baisse démographique, ou notamment pour les communes, parfois un nombre d'écoles qui est amené à se réduire dans le temps. Donc il faut que tous ces éléments soient perçus pour que la collectivité ait une idée très très claire de ce qu'elle va faire de son patrimoine, quel bâtiment elle va éventuellement faire sortir de son patrimoine ou détruire ou abandonner, quel bâtiment elle va rénover, quel bâtiment elle va construire. Et pour que chacun de ces bâtiments, elle sache quelle ambition elle se donne sur le bâti au sens large, avant même de questionner la dimension énergétique associée à ce bâti. Et donc pour se lancer dans un CPE à forte composante d'amélioration énergétique, on va taper 50, 60, 70, parfois 80% d'économie d'énergie par rapport à un point de départ, selon l'état initial du bâtiment. C'est des bâtiments sur lesquels on va faire des rénovations extrêmement lourdes, on va toucher tout le clos couvert, on va au passage éventuellement réaménager, faire évoluer un peu les usages du bâtiment parfois. Donc si on part sur un contrat de 20 ans, voilà, il faut avoir bien projeté ce qu'on va faire de ce bâtiment. Donc ça suppose des diagnostics assez larges sur l'état patrimonial, et ça suppose un diagnostic d'usage finalement du bâtiment, de s'être projeté correctement sur l'évolution. Typiquement dans les écoles aussi, on voit évoluer les modes de faire des écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. On voit que le rôle des amphis n'est pas le même que celui qu'on percevait il y a quelques années. Donc dans ces programmes de rénovation, il faut vraiment questionner de manière importante le cahier des charges du maître d'ouvrage. Mais des fois j'imagine, alors il y a des collectivités, puisque vous c'est votre sujet, mais ça vaudrait pour Anne aussi, pour la partie plutôt maîtrise d'ouvrage privée, qui viennent vous voir
sur une question plutôt technique, comment je vais financer mes travaux. Et puis là, vous leur proposez un peu de dézoomer, de dire, bon, il faut que vous ayez une... Avant de regarder ce projet, peut-être qu'il va vous impacter sur 20 ans, il faut qu'on ait une vision un peu globale. C'est comme ça que vous pouvez vous travailler, vous devez travailler avec les collectivités, ou que les collectivités doivent aborder le sujet. Oui, alors souvent on échange dans une phase où on est en amont des diagnostics du bâtiment enfin très en amont du besoin de financement et souvent en général en amont des phases d'études. Et du coup, assez régulièrement, on a pu accompagner des collectivités justement sur les phases d'audit plus stratégiques de leur patrimoine, puis du bâtiment et de l'opération dans l'accompagnement des études. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Une collectivité qui souhaiterait sur un bâtiment aujourd'hui se lancer dans un CPE, notamment avec une ambition assez forte sur la rénovation énergétique qui passera à travers ce contrat. En général, on est sollicité plus en amont et ça permet pour nous de mettre en place du cofinancement des études qui vont bien, toujours sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité. Nous, on ne conduit aucune étude, c'est la collectivité qui conduit ces études, mais on l'aide financièrement à les conduire. Anne, vous vouliez répondre là aussi, vous prenez un peu donc quand une collectivité vient vous voir pour un problème, j'allais dire très technique, comment je finance, vous pouvez l'aider un peu à dézoomer pour avoir une stratégie un peu patrimoniale globale? Oui, et certainement, je voulais juste aussi rebondir sur les perspectives que partageait Madeleine, qui sont fondamentales. En fait, les mécanismes de CPE, on a surtout focalisé sur des économies d'énergie qu'on mesure et qu'on vérifie effectivement, mais il y a toutes les économies, tous les gains potentiels qu'on peut aller chercher en marge des économies d'énergie, en marge spécifiquement des sujets énergétiques. Il y aura typiquement des économies d'eau ou des économies dans tous les secteurs de l'activité du bâtiment ou de l'industrie en question. Et pour cette raison, on peut monter un contrat de performance énergétique, non seulement remboursé sur la base des performances énergétiques qui seront effectivement produites par le projet, mais aussi pour tous les gains qui peuvent être valorisés par le client. Et ça, c'est important de le mentionner. Et plus on valorise des gains lors de la réalisation d'un projet, plus on arrive à faire des projets ambitieux qui vont faire davantage de décarbonation. Donc, c'est tout à fait à l'avantage du client et de toutes les parties prenantes d'avoir cette vision holistique que nous invitait à avoir Madeleine et de vraiment voir, à internaliser les coûts aussi. L'usage de l'eau, je m'arrête sur ce sujet juste une petite minute, mais l'eau ne coûte pas suffisamment cher en France. C'est dommage. C'était le problème qu'on avait au Québec lorsqu'on a mis sur pied la première sociale. Vous avez de l'eau au Québec aussi. Hein, on a beaucoup d'eau. Et j'allais faire le parallèle avec le fait qu'on a beaucoup d'électricité aussi produite par l'eau, justement. Et elle ne coûte rien, en fait, l'électricité. Pas suffisamment chère par rapport à tous les territoires qu'on a détruits, par rapport à, sans entrer dans ces détails. Mais on n'a pas internalisé dans le prix de l'eau ici, où on n'a pas internalisé dans le prix de l'électricité au Canada le vrai coût, en fait, de ces ressources. Et la problématique, c'est qu'après, les acteurs économiques sont confrontés avec le fait de ne pas être encouragés. Parce que si jamais on réalise un projet qui nous permet d'économiser l'eau, aujourd'hui, si on en parle aux agriculteurs dans le sud-ouest ou dans le sud-est de la France, si on les encourage à économiser de l'eau, ça ne se traduit pas en gain économique. Et ça, c'est la difficulté. Et typiquement, dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, nous, on a ce point de vue qui est vraiment ancré très fortement à la SOFIA, qu'on veut les valoriser, tous ces gains, et leur donner effectivement une valeur économique de façon à ce qu'on puisse aller faire des projets de plus en plus ambitieux et permettre d'atteindre effectivement des objectifs qui ne sont pas seulement ceux liés à la décarbonation, mais bien ceux liés à une transition écologique, une transition énergétique qui est fondamentale de commencer à amorcer. Yannick, la dernière question, c'était effectivement, est-ce que le réchauffement climatique, disons les changements climatiques qui sont opérés, là on voit qu'ils sont assez rapides, vous les intégrez dans les CPE? Alors, on a vu une grosse évolution entre un CPE 2008 où on parlait qu'énergétique et économie d'énergie. Les CPE dont on parle aujourd'hui, on parle énergie, effectivement, mais on parle aussi confort d'été, on parle qualité d'air, on parle réemploi des matériaux, on parle lieu de vie.
Et pour rejoindre le bâtiment, on ne considère plus que le bâtiment, mais on considère l'espace de vie. On voit beaucoup aujourd'hui de CPE quand on est dans l'enseignement intégrer des cours oasis pour éviter les puits de chaleur. Je réinsisterai aussi sur un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est la sensibilisation. Quand on fait un CPE, on va changer le mode de fonctionnement des bâtiments. On va faire évoluer les usages du bâtiment et il est important de mettre au cœur du système les usagers, leur faire comprendre comment le bâtiment il va fonctionner et pourquoi il va fonctionner comme ça. Sinon, on va vite avoir des dérives ou des incompréhensions et donc un mécontentement de la part des usagers. Donc il y a des périodes de sensibilisation qui ont lieu. Donc aujourd'hui, dans un CPE, est intégré de la formation, de la sensibilisation tout au long du contrat. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble des exemples. Voilà, donc effectivement, Ulysse, ça va être à vous. Je crois que vous avez un exemple sur une piscine, et puis vous allez reprendre aussi le retour d'expérience là, de Yann. Hein. De Yann, oui. Exact. Oui, donc on a considéré ici deux exemples, l'un auprès d'une maîtrise d'ouvrage privée et le second pour une collectivité. Et en l'occurrence, alors cette opération, je ne la connais pas spécifiquement, mais en l'occurrence, il était question ici d'intervenir sur la production de froid. C'est une opération pour laquelle, sur un bâtiment tertiaire, il était question de récupérer la chaleur sur les compresseurs frigo pour pouvoir la réintroduire dans un besoin sur site. Et ça intervenait en parallèle d'autres opérations sur des armoires frigorifiques et la mise en place, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais d'un système de gestion technique du bâtiment qui a vocation, ce système, à maîtriser et à piloter les usages, notamment les plus énergivores qu'on peut retrouver dans le bâtiment, à savoir le chaud, le froid, la ventilation. Et pour le coup, en parallèle de ces opérations de travaux, a été mise en place, à la demande de la maîtrise d'ouvrage, un contrat de performance énergétique dont vous avez les modalités globales dans l'encart en dessous, à savoir qu'il a été pris comme engagement de performance par rapport à un point de départ qui avait bien été mesuré et défini par notre bureau d'études, un engagement de 5% d'économie d'énergie sur toute la durée de vie du contrat, à savoir 10 ans. 55, hein, c'est ça ? 55, 55%. Pardon. 55% d'économie d'énergie sur le périmètre, sur les périmètres de la consommation de gaz et de l'électricité. Donc il a été ici... et on en parlait au départ, la valeur engageante du contrat sécurise la maîtrise d'ouvrage dans l'atteinte de ses objectifs. Et c'est là que cette demande a été faite à notre bureau d'études de justement affiner et s'assurer de la bonne tenue de l'atteinte de ses objectifs. Ça s'est traduit, c'est ce que vous pouvez voir sur la droite, par une mise à disposition de financement assez généreux, puisque le montant global des travaux était estimé à près de 600 000 € et les financements associés aux travaux d'économie d'énergie, couplés avec le fait qu'il soit adossé à un contrat de performance énergétique, a permis de bonifier les montants de manière à mobiliser près de 350 000 € pour financer 41% du projet. Donc vous voyez que, dépendamment du travail qui a été mené en amont pour pouvoir définir ces objectifs, il peut y avoir vraiment un intérêt qui se traduit en termes financiers à avoir un suivi pointu de la performance énergétique sur cet exemple-là dans le privé. Vous voulez dire, là sur cet exemple, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, c'était 40% Exactement. Du projet, oui, c'est colossal, oui. Donc du coup, les aides qui sont apportées. Oui, et c'est encore pour le tertiaire un des leviers qui permettent un petit peu de faciliter la vie aux maîtrises d'ouvrage et de pouvoir s'inscrire de cette manière-là dans une vision de long terme pour que les bâtiments puissent continuer à vivre et perdurer en s'adaptant à la vie de ses occupants, aux activités sur site, au changement d'usage, on en a parlé. Et d'avoir des objectifs ambitieux à atteindre.
Ça s'applique aussi pour le compte de collectivités. Et j'en viens à parler d'une opération sur laquelle j'ai travaillé pour une piscine collective située dans l'ouest de la France, et pour laquelle il a été question de mettre en place un dispositif de récupération de chaleur sur les eaux grises, puisque comme vous le savez, alors au-delà justement de la discussion qu'on a eue sur la ressource en eau qui est précieuse, la chaleur l'est aussi. Et lorsqu'il s'agit de mettre à disposition un bien public auprès des usagers d'une collectivité, il faut aussi pouvoir se poser la question de savoir comment, pour faciliter le confort des occupants et des visiteurs, on va produire la chaleur qui va permettre de laisser le lieu confortable. Et en l'occurrence, en récupérant les calories issues de l'évacuation des bassins, on peut réduire la contrainte sur la production de chaleur, alors que ce soit une production de chaleur au gaz ou via une pompe à chaleur ou même sur les projets qui s'accélèrent en ce moment sur les raccordements des bâtiments publics à des réseaux de chaleur, il est possible d'aller réaliser une économie assez substantielle. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un contrat sur une durée de 10 ans, elle aussi, et avec un engagement de performance de 55% aussi, mais sur un périmètre tout à fait différent, puisqu'il ne s'agissait pas du chauffage et du chaud pour le confort, pour l'air et le confort, mais bien des eaux de bassin pour le confort des baigneurs. Donc là encore, les financements sont assez importants, même si en valeur absolue, on ne se retrouve pas véritablement sur les ordres de grandeur de la slide précédente. On est sur des taux de couverture qui sont là plus importants, puisque grâce, encore une fois, au dispositif des certificats d'économie d'énergie, les financements mis à disposition ont permis de couvrir plus de 70% de l'investissement au bénéfice de la collectivité. Donc c'est ce qu'on a pu mettre en place grâce à notre bureau d'études Akea Énergie, qui a suivi le contrat de performance énergétique de manière que la collectivité puisse être rassurée sur l'atteinte des objectifs. Le reste à charge, il était financé comment Alors là, en l'occurrence, alors les financements ont été proposés via une solution technique clé en main. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec l'installateur qui met au point la solution, qui l'installe et qui la met en service en la dimensionnant parfaitement aux besoins du site. Et il a été question, puisque c'était une demande expresse de la collectivité, de pouvoir bénéficier de ces aides indirectement, puisqu'elles étaient appliquées en déduction des devis et factures proposés par l'opérateur, l'installateur de la solution de récupération d'énergie. Et en l'occurrence, la collectivité a pu financer seulement le reste à charge en direct. Et la prime avait été défalquée directement sur les documents. Je comprends, mais vous saviez comment a été financé le reste à charge, ou vous n'aviez pas les 19 000 euros, comment c'était financé Alors, là, pour le coup, ah oui, pardon, c'était autofinancé. C'était autofinancé. Hein. Anne? Du coup, j'ai deux questions. Enfin, une question et un commentaire. Et je trouve ça intéressant. Déjà, quand on entre dans les exemples, ça permet de bien illustrer la réalité d'un CPE. En l'occurrence, là, on a du privé et du public. C'est encore plus intéressant. La question, c'était à savoir la durée du CPE. Donc, comme il n'y a pas de... Ça a été autofinancé, il n'y a pas eu besoin d'un tiers financeur et donc on n'a pas de remboursement mensuel d'une installation. Pourquoi on a cette durée de CPE? Pourquoi est-ce que le CPE est mis en place? Comment est-ce qu'il fonctionne en l'occurrence? Alors, pourquoi il a été mis en place? Puisque, en l'occurrence, la société porteuse et installatrice de la solution, via la maintenance de ces installations, proposait justement de s'engager sur la performance de son matériel. Donc pour couvrir le coût de la performance derrière, la maintenance derrière, en fait. Alors c'était en parallèle, puisqu'il y avait effectivement sur ce projet-là un marché de travaux associé à la solution de récupération de chaleur sur les eaux grises, et un contrat de suivi de maintenance des installations qui permettait aussi de maintenir ce niveau de performance et l'atteinte des objectifs. Je vais juste me permettre d'intervenir. Et cette notion-là de durée de CPE, 10 ans, elle est importante, parce que notamment, ça permet d'avoir un coup de pouce sur la fiche chez 2E.
et donc d'avoir une bonification de la quantité alors de mégawattheure CUMAC liée à l'opération directement. Si la durée du contrat avait été de 9 ans et 11 mois, le montant d'aide C2E aurait été à peu près 30% plus bas. Donc c'est une notion... Exactement, c'est à prendre en compte puisque c'est une notion très importante. Et l'autre point à prendre sur tout ce qui est C2E, alors déjà, et ça va rejoindre ce que Anne souhaitait, ce sont les obligés qui se retrouvent, donc les fournisseurs et les vendeurs d'énergie qui se retrouvent obligés et donc qui financent ces C2E. Mais il n'y a rien de mercantile et il n'y a rien de gratuit. Voilà. Donc c'est le collectif qui finance les C2E. Tout à chacun, les collectivités, les particuliers, aujourd'hui, tout le monde paye une part de ces C2E dans son coût de l'énergie. Donc ça vient renchérir les coûts de l'énergie au global. Donc c'est quand même un modèle relativement vertueux. Et l'autre point sur lequel je souhaitais attirer l'attention sur les C2E, c'est que c'est des périodes de 3 ans. Et que les fiches évoluent rapidement. Voilà, c'est vraiment le C2E, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, en permanence. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre pour acquis ce qui a été fait il y a 2 ou 3 ans. Les fiches ont pu évoluer. Il y a des fiches qui apparaissent, il y a des fiches qui disparaissent, il y a des bonifications qui apparaissent, des bonifications qui disparaissent. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose où il faut toujours se remettre à jour avant de prendre ces décisions. Ouais. Et d'où la remarque que je voulais faire. En fait, c'est vrai que 71% financé par le public. Dans l'autre cas, on était sur du privé. C'est vrai que, a priori, on finance par des fonds publics des activités qui pourraient éventuellement être réalisées par des fonds privés aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à travailler... L'exemple précédent, si on peut le mettre, Ulysse, ça va être plus révélateur. Donc, on garde cette durée de 10 ans. Effectivement, on a bien compris avec l'explication d'Yannick pourquoi. Non pas parce qu'on a besoin de financer les 19 000 de tout à l'heure ou les 142 000 sur le privé. C'est pas parce qu'il y a cette difficulté à financer et qu'on veut les financer mois à mois. C'est bien plutôt parce qu'on veut aller chercher effectivement le maximum de ces 2 E. Et là où on a une petite réserve sur ce fonctionnement-là, la Sofiac, c'est qu'on se dit que ce sera très difficile, si aujourd'hui on réalise ces opérations qui sont plus modestes, en allant chercher un gros maximum de C2E, à ce moment-là, ça sera compliqué d'aller faire une décarbonation plus importante qui va nous permettre d'aller atteindre les moins 40, moins 50, bientôt moins 60% de consommation, qui là va requérir des investissements beaucoup plus importants, avec des temps de retour sur investissement beaucoup plus longs. Et à ce moment-là, on aurait pu se servir justement de ces petites opérations qui sont relativement beaucoup plus rentables, s'en servir comme levier et aller faire ce qui nous amène à nous projeter dans le temps long. Donc c'est ça, c'est toujours ça à chaque fois qu'on voit. On a beaucoup d'industriels. Là, vous rentrez dans un débat politique, hein, financement public, financement privé. Bon, on peut le voir, ce que disait Yannick, un peu comme de l'impôt quelque part. On lève de l'impôt à travers les C2E, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que là, ça nous amènerait un peu loin. Juste pour rester de manière technique sur les CPE, puisque vous en avez, pardon, les CPE, les C2E, excusez-moi, je me trompe sur l'acronyme. Là, on est dans quelle période et est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues, Ulysse? Alors justement, comme vous le disiez, le dispositif évolue beaucoup, la réglementation aussi. Là, en ce moment, on est dans la 5e période des C2E et il est question qu'au 1er janvier 2025, on rentre dans une nouvelle période. Ah voilà, donc là, ça a bientôt changé, là, c'est en fin d'année. Exactement. Oui. Et effectivement, c'est vrai que là, il faut être vigilant aux évolutions réglementaires. Aujourd'hui, on estime que les arrêtés sont publiés sur une fréquence de 2 à 3 mois pour amender le dispositif, le faire évoluer, le contrôler aussi de manière à ce qu'il puisse perdurer dans de bonnes conditions. Donc il est important que vous puissiez aussi compter sur des partenaires qui font cette veille-là et que les collectivités puissent faire évoluer leurs projets en parallèle de la réglementation. Alors là, je me mets à la place d'une collectivité ou d'un maître d'ouvrage privé.
qui serait aujourd'hui, qui se dit ok, bon, je me lance et on fait donc des calculs avec des certificats d'économie d'énergie et on sait que les travaux ils n'auront pas lieu avant 1 an ou 2 ans. Comment fait la collectivité ou le maître d'ouvrage? Alors ça c'est prévu et c'est bien géré. Il suffit de signer le protocole et à partir du moment, c'est la date de signature du protocole qui garantit l'application des fiches et des coups de pouce éventuels. Voilà, donc c'est au moment où on signe, où on s'engage. Le protocole. Le protocole. Important. Le Donc il y a quand même cette petite période d'incertitude. Si ça va changer, ce protocole. C'est sûr qu'aujourd'hui, lancer des choses en 2024 et avoir une nouvelle période en 2025, si on lance une consultation sur le 2e semestre 2024 et qu'on envisage donc voilà à peu près, allez, c'est 8 à 10 mois pour faire pour avoir une consultation complète sur un CPE, on va se retrouver sur le 1er semestre 2025. Là, effectivement, il peut y avoir des évolutions. Alors, on va continuer. Jean-Michel, on vous a fait attendre, c'est ce qu'on s'était dit, hein, donc ça faisait partie de la définition qu'on avait fait. On a vu que effectivement, il faut instrumenter les bâtiments, il faut mesurer. Bon, ça c'est votre sujet, relever les données, et puis avoir les bons outils. Là, tout à l'heure, Yannick en a parlé, effectivement, les bons outils en termes de diagnostic, parce qu'on voit si j'ai bien retenu Yannick, on voit les impacts que ça peut avoir en termes de budget, hein, sur quelque chose qu'on aurait loupé. Et donc ça va être votre propos. Hein. Oui, merci Xavier. Bon, tu as bien fait de ne pas me donner la parole trop vite, tu sais que je suis bavard, donc... merci en tout cas, passionnant débat. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, on couvre vraiment un scope de sujets très très large, financement, réglementation, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, etc. Mais aussi, pour mener à bien des projets de ce type, il faut aussi, tout le monde a utilisé ces mots, des bons diagnostics, des bonnes mesures, du bon monitoring. Et donc ça, c'est un petit peu les pelles et les pioches de ce marché. Hein. Et donc moi, je vais tenter de représenter... les pelles et les pioches. Alors, moi, je suis Jean-Michel Catrin et j'ai créé donc, une société qui s'appelle Testoon en 2007. Et depuis 2007, on s'est vraiment spécialisé dans tout l'équipement des professionnels qui doivent tester, mesurer, contrôler, diagnostiquer, monitorer. Donc voilà, dès qu'il y a une notion de mesure, voire de métrologie, hein, puisqu'on en a parlé hier, et donc il y a des appareils, mais il y a également du service, il y a de la métrologie. Nos marchés, ce sont des entreprises qui font du diagnostic, comme les diagnostics immobiliers, du contrôle, les bureaux de contrôle, et de plus en plus dans l'environnement du bâtiment, également les bureaux d'études, les architectes, les entreprises rentrent dans cette culture de plus vérifier, contrôler tout ce qu'ils font. Hein, moi, en 2007, quand je suis arrivé, j'étais un spécialiste des appareils de mesure et à part des télémètres laser ou des lasers rotatifs, dans le bâtiment, on n'utilisait pas beaucoup d'appareils de mesure. Hein. Et depuis, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées, et notamment des réglementations qui sont là pour essayer de mieux comprendre, de mieux améliorer le bâtiment, notamment avec des contraintes réglementaires, et qui font qu'on doit mesurer des tas de paramètres qui sont liés à la sécurité, déjà pendant les chantiers et puis ensuite lorsqu'on occupe ces bâtiments, à la santé des occupants, au confort et évidemment depuis de nombreuses années maintenant l'efficacité énergétique. Hein, et ceci dans tous les lieux de vie et les lieux de travail, hein, là partout où nous vivons. Et donc on a développé un petit peu cette expertise et désormais donc on propose des produits, bien sûr, mais on propose aussi beaucoup de contenu. Et on a une offre donc déjà qui est complètement adaptée à toutes les entreprises qui font des audits énergétiques. Alors, il y a tout le diagnostic immobilier là, qui est une partie importante. Et quand on parle de diagnostic plomb, diagnostic amiante, on équipe les gens qui ont ces spécialités-là. Mais on doit aussi... noter le besoin de plus en plus important d'avoir des outils pour déjà qui vont coller aux différentes réglementations et incitations en vigueur, hein, puisque
voilà, depuis quelques années. Il y a des certifications pour l'individuel, pour le collectif, pour le tertiaire. Il y a des réglementations spécifiques pour tout ça. Et donc, nous, on est amené à adapter notre offre et à proposer des outils. Alors là, il y a juste un tout petit panorama des appareils que l'on propose à des entreprises qui font des audits ou des diagnostics, que ce soit de la mesure de l'énergie. Pour l'industrie, il y a des outils très sophistiqués pour auditer la façon dont sont réparties l'énergie dans les entreprises, pour pouvoir optimiser. On parle aussi de qualité de l'énergie électrique dans les grandes entreprises. On s'aperçoit parfois que juste par des recablages électriques, on va pouvoir énormément améliorer l'efficacité énergétique. Donc ça fait partie des choses qu'on va pouvoir faire en diagnostic, mais également ensuite en amélioration continue. Et puis, lorsqu'on est sur des systèmes de type ventilation, analyse du bâti, on a toutes sortes de solutions. Il y a tout le mesurage aussi. Le mesurage, ça part de la prise de plan, puisque tous les bureaux d'études doivent faire des plans. On parle également donc, de bien comprendre d'où on part. Et donc, de plus en plus, le plan, ça devient de la captation de la réalité, c'est-à-dire du scan. On a des outils aujourd'hui qui sont sophistiqués technologiquement, mais de plus en plus accessibles au niveau tarifaire, mais également au niveau de la façon dont on les utilise pour faire des modèles 3D des bâtiments que l'on va devoir étudier. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, excusez-moi de vous couper, mais on en parlait tout à l'heure, effectivement, ce que disait Yannick, c'est que des fois, il y a une difficulté pour avoir un état des lieux même du bâtiment, on ne connaît pas ses surfaces. Ah oui, mais l'état des lieux, aujourd'hui, c'est vrai que j'imagine, je suis pas dans les bureaux d'études, mais je pense que c'est le problème. Et de plus en plus, on doit se retrouver dans des situations où on va sur le terrain, on fait ses observations, on fait ses photos, on fait ses mesures, on revient au bureau, on commence à travailler sur ses plans, mince, il me manque quelque chose, voilà. Il faut y retourner. Il y a des nouvelles techniques maintenant qui consistent à aller scanner le bâtiment et la plupart du temps, les choses qu'on a oubliées, on va pouvoir les retrouver dans son modèle 3D. Et ça, ce n'est pas des outils d'ingénierie, c'est des outils qui sont à la disposition d'opérateurs qui font des choses, juste un relevé très très simple dans un bâtiment et on s'aperçoit, c'est ce qu'on appelle la capture de la réalité, que dans tout le cycle de vie du produit, du bâtiment, eh bien, on a un intérêt à utiliser aussi ce genre de technologies qui sont en train de se développer. Donc, il y a l'audit, il y a la prise de réalité, et puis il y a tout ce qui tourne autour du monitoring. Donc le monitoring, alors oui, bon, ça c'est juste un petit juste pour indiquer à nos auditeurs qu'on a plein d'outils pour vous aider à choisir en fonction justement du type de bâtiment, du type d'audit et du type de situation dans lequel on est. Il suffit d'aller sur notre site et de taper quelques mots-clés ou de nous appeler. Et puis, l'autre aspect, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la supervision, la notion de capteur. Alors, on a parlé effectivement des remontées de consommation énergétique. Alors maintenant, on a toutes sortes de remontées avec des compteurs communicants, etc. Là, bon, je crois que c'est maintenant rentré dans les mœurs. Mais comme tout le monde l'a dit aussi, on veut pouvoir monitorer d'autres paramètres, des paramètres de qualité d'air, des paramètres d'usage, des paramètres de confort. Et effectivement, notamment par exemple dans les écoles, voir à distance qu'est-ce qui s'y passe vraiment pour pouvoir améliorer au niveau du fonctionnement du bâtiment. On peut être amené à donc instrumenter le bâtiment. L'instrumentation du bâtiment, il y a 10 ans, quand j'ai instrumenté mon premier bâtiment, c'était pour faire un objectif d'un immeuble résidentiel en rénovation avec un objectif maison passive avec des subventions ADEME. C'était une mise en place complexe. Il fallait mettre des capteurs qui étaient chers, avec des protocoles de communication compliqués. Il fallait avoir des passerelles, des abonnements opérateurs. Il fallait développer des logiciels, développer des interfaces. Les plateformes de monitoring n'existaient pas, etc. Et donc, c'était des choses compliquées. Et maintenant, on a par exemple un fournisseur là, maintenant, qui nous propose des capteurs. On les achète. On met une pile, on appuie sur un bouton, quel que soit où on est dans le monde, les données remontent sur le cloud, on n'a pas à se poser de questions sur des histoires de protocoles, de 4G, de Sigfox, de LoRa, enfin tous les trucs dont on nous abreuve quand on parle de capteurs connectés. Ça remonte directement sur une plateforme, on a des données, l'utilisateur va pouvoir afficher ses données,
les traiter, faire des calculs avec, les représenter de façon simplifiée pour ses clients, les stocker bien sûr, et puis s'il a son propre système de collecte de données multiparamètres, et bien à ce moment-là, il va pouvoir se connecter avec des API assez simples pour pouvoir créer son environnement. Donc ce que j'essaye de dire là, c'est que c'est vrai que toutes ces plateformes on a l'impression que c'est complexe à mettre en œuvre. C'est un peu l'apanage des grosses entreprises qui travaillent depuis 20 ans sur la supervision de leurs opérations pour eux-mêmes ou pour leurs clients. Mais maintenant, ça se démocratise petit à petit, puisque avec des choses très simples, ce capteur, il doit coûter 250 € et on n'a pas besoin d'abonnement. Et pendant 10 ans, on reçoit ces données sur un cloud. Donc voilà, les choses sont en train de bouger pour rendre aussi accessible le monitoring à différents types d'acteurs. Voilà. Vous avez, Ulysse, vous utilisez aussi, j'imagine, parce que vous avez une plateforme de monitoring, vous utilisez aussi, vous mettez en place des capteurs? Alors oui, et justement, ça permet différents types de capteurs, comme je le disais un peu plus tôt, en fonction des besoins et du type d'information qu'on souhaite relever et visualiser. Et avec cette possibilité-là, justement de personnaliser la donnée en fonction de différents facteurs d'influence sur un site, sur plusieurs. Il est possible, en fonction de la fréquentation, de la météo, encore une fois, dépendamment des capteurs qu'on va mettre en place, d'avoir une remontée assez fine. Yannick, aussi, j'imagine que ça a changé votre métier, alors du coup, d'avoir accès maintenant à des capteurs. Parce que le compteur d'énergie se faisait au niveau du compteur, mais maintenant, on peut le faire un peu partout et puis avoir de manière plus fine ce qui se passe dans le bâtiment. Ce qui a changé notre métier, c'est pas tellement d'avoir de l'information, de la GTB, de la GTC. Alors voilà, à une époque, c'était complexe, c'était du filaire, c'était des protocoles. Aujourd'hui, ça s'est simplifié. Ce qui est important aujourd'hui, c'est cette quantité de données, c'est savoir en faire quelque chose. C'est qualifier la qualité de la donnée, parce que si on analyse des données qui ne sont pas correctement qualifiées et qui ne sont pas bonnes, et ben, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre le cas assez marrant de CPE dans le cadre d'habitat collectif, où les gens s'amusent à mettre les sondes de température sur les balcons. Quand il fait -4 dans un appartement en plein hiver, on se dit que la sonde elle a été déplacée. Voilà, donc il ne faut pas non plus que ça déclenche la Seconde Guerre mondiale, parce que tout d'un coup, on a une sonde de température à -4. Donc il est important de qualifier et il est important d'en faire une analyse derrière. Donc ce qui a beaucoup changé dans notre métier, c'est les personnes qu'on a mis derrière et les outils qu'on a mis derrière pour analyser ces données, les croiser pour vérifier que le bâtiment il fonctionne correctement et dans les conditions qui ont été prévues initialement. Oui. Madeleine, pour peut-être on arrive peut-être à la fin de cette conférence. Donc on voit aussi, c'était avec le sujet de Jean-Michel, mais on voit aussi qu'il faut remettre de l'humain dans le bâtiment. On en a parlé, tu en as parlé tout à l'heure, mais on a parlé beaucoup de technique là aujourd'hui, et c'est normal, hein, mais il faut que les personnes changent leurs usages. À la fois, là, on parle effectivement performance énergétique, mais c'est aussi en termes de sobriété. Oui, enfin, je pense que brutalement dire changer les usages, ça n'a pas trop de sens. En fait, la question, c'est la cohérence de l'action, c'est une vision assez large et l'entraînement de toutes les parties. En fait, et là, la maîtrise d'usage intervient, les changements des usages et comment dire, autour d'un projet qui est commun, qui finalement est bénéfique à tout le monde. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec Anne, il y a de très grosses questions sur la cohérence des politiques de financement et d'aide. Et effectivement, ça pose des questions. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'au niveau de la Banque des Territoires, il y a des choses qui vont changer en termes de financement dans les prochaines années? Alors, ce que je vous ai présenté là, c'est plutôt récent. Donc, non, il n'y a pas de grandes nouveautés à attendre dans les prochaines années. On a aujourd'hui des dispositifs assez complets pour accompagner les collectivités. J'en ai dit un mot, l'intracting pour, on va dire, ce qui vont être des CPE systèmes ou services, des prêts de long terme pour toutes les opérations de rénovation lourde, qu'elles passent par un CPE ou pas, en maîtrise d'ouvrage direct, en MGPE avec paiement différé ou en marché de partenariat. Là, c'est indifférent à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. Et puis, cette nouveauté sur le paiement différé où
on se propose d'accompagner les collectivités qui voudraient expérimenter. Aujourd'hui, le premier contrat n'est pas encore sorti, mais certaines collectivités travaillent là-dessus. On échange avec certaines justement pour voir l'intérêt, la manière d'organiser des opérations de rénovation avec ce système de paiement différé. Alors, allez, on va prendre quelques questions, parce qu'on a des questions aussi du public. Peut-être dans la salle, vous avez des questions? On a encore quelques minutes. Voilà, il y a monsieur qui avait une question, on va prendre un micro. Mais je vais en poser une première. La Banque des Territoires avait une diapo avec des exemples. Ah voilà, lycée, Alsace, cité, université. Ah oui, bah alors c'est une petite remarque de Benjamin. Ça, j'ai oublié quelque chose. Vous avez oublié? C'est moi qui ne suis pas revenu dessus, mais en fait, c'est des exemples assez anciens. Le lycée d'Alsace, c'est peut-être 2008 ou 2009, qui à l'époque s'était monté en marché de partenariat. On devait peut-être les appeler contrats de partenariat à l'époque, enfin peu importe. Et qui aujourd'hui pourrait se faire soit de nouveau sur des contrats de partenariat, soit sur des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Et donc il y avait évidemment des CPE derrière ces projets, il y avait une garantie de performance énergétique et une externalisation du financement auprès des acteurs privés, comme ça a été évoqué par nous depuis le début de la séance, et là appliqué à des personnes publiques, et qui ont permis d'atteindre des résultats assez importants. Le lycée d'Alsace, c'était, comme rappelé là, 20 années de contrat. Donc le contrat n'est pas fini, 60 millions d'euros d'investissement, et avec des résultats en moyenne de 35% d'économie d'énergie. Voilà. Et avec un financement de la société de projet qui a été créée par Cofeli, qui était le titulaire industriel du marché, et avec notamment notre accompagnement. Et puis sur la Cité internationale universitaire de Paris, on a un peu le même genre d'approche, un contrat plus petit parce qu'on a sur un volume de patrimoine plus limité, mais avec des résultats plus orientés système, alors que sur le lycée d'Alsace, il y avait une partie isolation qui était embarquée sur certains des bâtiments. Mais voilà, qui sont des exemples qui ont très bien fonctionné. Et qu'on pourrait reproduire aujourd'hui, soit dans le même schéma contractuel qu'à l'époque, soit dans une logique sans le transfert de maîtrise d'ouvrage, mais en bénéficiant quand même de la logique de marché global, de garantie de performance énergétique, avec les marchés globaux de performance à paiement différé. Vous voulez dire que finalement ces modèles, vous pouvez, quand vous les mettez en place, qui sont un peu complexes la première fois à mettre en place, après vous pouvez les dupliquer plus facilement, c'est ça que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il n'y avait qu'une seule manière de faire ces opérations, c'était ce qu'on appelait les PPP ou les contrats de partenariat, marchés de partenariat, qui supposaient un transfert de la maîtrise d'ouvrage et que les collectivités territoriales ont peu pratiqué. Il y a eu quelques opérations à la fin des années 2000 et puis pendant la décennie 2010, mais qui sont raréfiés ces dernières années. Et aujourd'hui, ce qu'a ouvert comme possibilité le législateur, c'est d'avoir une approche un peu différente, de rester sur un marché global de performance énergétique où la collectivité conserve la maîtrise d'ouvrage, mais elle va quand même transférer la charge du financement aux titulaires du marché. Donc on est dans une hybridation entre ce qu'étaient les contrats de performance énergétique et ce que sont les marchés globaux de performance plus classiques que pratiquent les collectivités. Oui, les PPT, c'était assez décrié d'un point de vue politique aussi. Hein. C'était cette perte de la maîtrise d'ouvrage. Ça questionnait quelques sujets, oui. Absolument, il y a des avantages et inconvénients et des sensibilités différentes. Et voilà, le marché global de performance permet de déplacer un peu le curseur. Et voilà, nous, on se tient à disposition des collectivités pour les accompagner dans ces projets. Monsieur, vous avez une question dans la salle? Bonjour. Pour mettre en œuvre un contrat de performance, est-il préférable d'avoir un seul acteur qui réalise les travaux et fait la maintenance sur la durée du contrat, 10 ans, ou d'en avoir deux, un premier acteur qui fait les travaux et un second acteur qui fait que la maintenance? Voilà, Yannick, oui, c'est peut-être pour vous. Peut-être pour vous présenter, vous êtes une collectivité, un maître d'ouvrage? Je suis Monsieur Chabas, responsable des moyens généraux à la GFIP.
je vais me permettre de répondre. Alors, souvent, sur un CPE, et à partir du moment où on va toucher le bâti, la réponse va être collective, on va répondre en groupement, et c'est un groupement qui va prendre l'engagement global. Faire un premier contrat avec un constructeur qui va dire bah, moi, je vais vous faire une prestation et ça vous fera faire 50% d'économie, et avoir quelqu'un qui, dans un deuxième contrat, va prendre l'engagement sur ce qu'il n'a pas suivi et pas fait, ça ne va pas être facile à trouver. Voilà. Et Anne, oui. Et je fais juste un petit détail par contre. Comme c'est mesuré et vérifié en vertu d'une norme qui est extrêmement clairement cadrée, il serait tout de même possible d'envisager qu'on ait évalué la performance des équipements et qu'elle soit garantie suivant des paramètres très précis. Et donc, si derrière la maintenance, elle est offerte par un autre prestataire, de toute façon, c'est dans les mêmes conditions d'usage, etc. C'est cette performance-là sur laquelle on s'est engagé. Donc, l'IPMVP fait en sorte qu'on pourrait tout à fait imaginer la réalisation du projet par un prestataire technique et la maintenance, le suivi derrière, par un autre. Il est tout à fait envisageable dans le cadre d'un CPE prévu par le Code de la construction. Je suis d'accord avec ça, mais à partir de validation et de qualification de l'atteinte de la performance prévue par le premier opérateur. Voilà. Monsieur, dans la salle, vous avez une autre question ? Je suis Jean-Marc Hussein-Louis, c'est un auditeur B2B de Texial qui a une filiale d'Engie. Ma question, c'est plus par rapport aux périodes de valorisation de C2E, c'est-à-dire par rapport au projet de CPE, vu qu'on sait qu'il y a des modifications sur les périodes de C2E. Et là, aujourd'hui, on est sur la 5e étape. Il y a aussi des modifications sur les fiches. Comment ça pourrait impacter un projet, puisque sur un projet que vous avez présenté, ça dure à peu près 10 ans. Sur ces 10 années, il y a des modifications sur les fiches, sur les étapes. Comment ça pourrait impacter, par exemple, un projet de CPE ? Bonjour et merci pour votre question. Comme l'a dit Yannick un peu plus tôt, ce qui va faire foi au moment de la signature du CPE, c'est le protocole d'accord. Il faut savoir que dès que l'engagement est pris, via une convention, via un protocole C2E, il se met en contexte dans l'état actuel de la réglementation. Quand bien même, et vous la suivez, donc vous voyez que la réglementation évolue, que potentiellement les fiches d'opération standardisées vont elles aussi probablement évoluer, les modalités de contrôle elles aussi. Il n'en est pas moins qu'au moment où le contrat a été signé et où les engagements ont été pris entre la maîtrise d'ouvrage et l'opérateur qui porte le CPE, alors il n'y aura pas d'influence directe. La réglementation C2E ne va pas avoir l'évolution, de la réglementation C2E ne va pas avoir d'influence sur les engagements qui ont été pris en début de contrat. Voilà. Ah, vous allez rebondir sur la question. On reprend le. Je rebondis parce que vous avez dit que si le projet, si c'était une durée de 9 ans, 11 mois, on allait gagner 35% au lieu de 41%. Du coup, il y a une modification Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, mais vous avez raison. Dépendamment de la durée d'engagement du CPE, c'est vrai que les modalités de calcul des bonifications liées au dispositif des C2E ne sont pas les mêmes. Mais un contrat, a priori, s'il a été entériné à une certaine durée, doit tenir, à moins que le contrat soit considéré pour une raison particulière, mais ce qui n'arrive jamais, qu'un contrat soit caduc. Mais à partir du moment où la durée est prise, que l'engagement est pris sur une certaine durée, les modalités de calcul de la bonification liées au C2E, elles ne bougent pas. Et si effectivement on est sur 9 ans, ce sera une modalité de calcul qui va gréver assez lourdement, c'est les ordres de grandeur que vous avez donnés à peu près, le projet. Et si l'opérateur est prêt à s'engager pour une durée supérieure et à risquer aussi
les pénalités, hein, puisque c'est ça qu'il y a derrière ça, à toute non-atteinte des objectifs du contrat de performance énergétique fait risquer des pénalités. Donc plus le contrat dure, plus l'opérateur est aussi en risque et doit se tenir à carreau, entre guillemets. J'avais une dernière question, allez, sur la partie instruments qu'on peut mettre en place pour Jean-Michel. Est-ce qu'il faut venir étalonner, on en parlait, c'est parce que ces instruments, on les installe sur plusieurs années, hein, et comment ça, finalement, qui vont faire foi, on a vu dans le cadre de certains contrats, est-ce qu'il faut venir les contrôler, les changer régulièrement? On a fait toute une conférence très récemment sur le sujet, donc je ne vais pas revenir sur tous ces points-là, mais il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que, deux grandes notions. La première grande notion, c'est quand on mesure quelque chose, on a quand même intérêt à savoir si sa mesure est juste. Donc de toute façon, les notions de métrologie, d'étalonnage, il faut que tout le monde soit à la pause, c'est-à-dire quand j'achète un capteur, quand je prends une mesure, quels sont les éléments qui me garantissent qu'elle est juste aujourd'hui et qu'elle sera encore juste demain. Donc ça, c'est un grand concept, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de professionnels qui abordent les notions de mesure et de contrôle sans avoir cette sensibilité, et ils achètent un appareil et ils pensent que parce qu'ils ont acheté un appareil, il sera bon toute sa vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la deuxième chose, c'est la notion de criticité de la mesure. C'est-à-dire, est-ce que l'information qu'on veut remonter, quel est son niveau de criticité, hein, et si on a besoin d'avoir une mesure qui est au pourcent et qu'on sait que son capteur, il va dériver parce que le fabricant vous l'aura dit et qu'il risque de perdre 5% ou 10% en 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien oui, il faudra l'étalonner régulièrement, le vérifier, etc. Mais si ce n'est pas le cas, on a aujourd'hui des dispositifs sur des mesures de température au degré, par exemple, sur lesquels il n'est pas nécessaire de les étalonner tous les ans. Maintenant, ça dépend aussi du contexte réglementaire, des enjeux, des normes. Alors, je ne sais pas ce que le protocole IPMVP dit sur le sujet, mais j'imagine qu'on doit quand même avoir cette notion de savoir si, dans la durée, quand on mesure quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que ça reste juste. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il est 11h30. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous, chers conférenciers. Merci à vous, cher public. Je vous garde encore 1 minute. Je vais récupérer la zapette. Voilà. Parce qu'on a fait une expo avec l'ADEME. Vous voyez, on parlait de transition. On vous en parle 1 seconde. Transition Expo, c'est une expo sur le vélo, de sensibilisation du public pour passer au système vélo. Il y a des affiches d'ailleurs qui sont là dans la salle. Il suffit de scanner le QR code et c'est un webtoon. Vous savez, c'est moderne, c'est ce que regardent les jeunes aujourd'hui. C'est plus une BD, ça se regarde sur smartphone et donc ça se défile. Hein, mais c'est un webtoon qui explique comment on se met au vélo et en tout cas quels sont les éléments essentiels. Et si je vous le montre, c'est parce qu'on voulait en faire une. Et je vous la soumets l'idée sur la partie tertiaire aussi, faire un webtoon de sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage sur ces sujets sur le tertiaire. Voilà, merci à tous et à toutes.